À l'époque, j'étais trop naïf pour comprendre qu'ouvrir un kebab devant la mairie, ça gênait tout le monde dans la ville. Je pensais qu'il y avait une justice, il n'y avait pas de justice. Comme disait Karl Lagerfeld, combien il y a sur le compte, c'est une question de pauvre. Jeune robeux, kebab, blanchiment d'argent, une ville de notables français. Les acteurs, c'était Delon et compagnie. Aujourd'hui, ça va être Omar Sy, Tahar Rahim. Ça y est, la nouvelle France, C'est ça. c'est celle-ci. Bienvenue sur Pump, puzzle de mots et de pensées. Alors aujourd'hui, là, je vous ai réservé du caviar. C'est incroyable. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de particulier. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, likez, partagez, mettez la cloche, faites-nous plaisir. Puzzle de mots et de pensées, c'est le média du peuple. C'est le média du peuple. Et aujourd'hui, on reçoit un homme du peuple. Mais un homme du peuple qui a réussi. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment marquer des trajectoires particulières. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui m'a inspiré. Et je dois le dire, malgré les controverses, les tempêtes, mais il m'a inspiré. Monsieur Hakim Ben Othman. Salut. Merci à toi. Merci pour l'impro. Franchement, ça fait plaisir Ravi. de te recevoir. Ravi. Je suis très content également. Je suis très content pour cette invitation. Et on est là pour dire du vrai. C'est ça. Voilà. On est là pour balancer contre la controverse, on est là pour parler de notre parcours, nos ambitions, de ce qu'on veut faire et d'aller au bout de nos rêves. C'est ça. Parce que rien n'est interdit à personne. C'est ce genre de phrase qu'il faut sortir dans Pump. Voilà, rien c'est n'est ça interdit qu'on à aime. personne. Et les gens pensent qu'il y a des choses qui leur sont interdites. Non, rien n'est interdit. Rien n'est interdit. J'ai un rêve, je le réalise. Everything is possible. Voilà, exactement. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on va commencer par la racine. T'as vu, toi, t'es un gars, tu viens d'un petit milieu et t'as réussi à gravir des échelons incroyables. J'aimerais un peu que tu racontes ça aux gens, un peu le départ, d'où tu viens. Moi, très simple, ma vie. Je suis né à Lille, d'accord, dans le Nord. Mmh. Ensuite, donc j'y ai vécu jusqu'à peut-être 11 ans, à peu près 10 ans. Mmh. Ensuite, je suis parti vivre en Algérie avec mes parents parce que mon père était officier à Blida, en Algérie, d'accord, pendant les années noires d'Algérie, quand il y avait le terrorisme, etc. Et si tu veux, on est revenu en France. Après, j'avais 14 ans. J'ai vécu donc là-bas 4 ans à peu près, 4-5 ans. Et quand on est revenu vivre en France, on était sur la route. Et donc, il y avait mes parents, moi et mon oncle, paix à son âme, qui était devant. Et j'étais avec lui dans la voiture. Et on a fait, si tu veux, un accident de voiture, plusieurs tonneaux. Et moi, je me suis retrouvé éjecté de la voiture, posé quelque part. Et tu vois, mon oncle est décédé. Et à partir de ce jour-là, peut-être ça a chamboulé ma vie parce que, en fait, tu vois, on a des choses qui nous arrivent quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Nous, en plus, tu sais, on n'est pas en mode on va voir des psys et tout. Tu vois, la vie continue. Mmh. Et je pense que c'est ce qui a déclenché un truc chez moi qui est surprenant, c'est que je suis je m'en foutis, je prends la vie à la légère et j'ai un rapport au temps qui est bizarre. Mmh. Tu sais, je vis tous les jours comme si j'allais mourir demain. Tu vois, j'ai un rapport au temps qui est bizarre. Et je peux délaisser des fois certaines choses dans le business, des fois des opportunités de dingue pour profiter du temps. Le temps, c'est irrattrapable. Le temps, ça a une valeur de dingue et les gens s'en rendent pas assez compte. Grave. Voilà. Donc toi, tu viens d'un milieu assez modeste ou d'un milieu... Alors, mon père, professeur de mathématiques, c'est quelqu'un qui a étudié pour faire plaisir à son père, d'accord, pour sortir, voilà. Il était vacataire, donc c'était des salaires un peu plus que le SMIC. Hein. C'était à l'époque, tu sais, je sais pas comment c'est maintenant, mais les professeurs qui venaient du bled, ils les payaient moins toujours l'actualité. Que ceux qui sont là. Et ma mère, c'était une femme au foyer, voilà. Donc, d'accord, voilà. ok. Donc d'un milieu... Ni trop aisé, ni trop modeste, voilà, la middle class. La middle class, moi, tu vois, j'ai grandi en Touraine, et voilà, et après, normal, quoi, dans un appartement, après, on a évolué petit à petit. Petit à petit, ok, d'accord, ok, super. Donc là, tu me disais, tu as fait un accident de voiture, peut-être cet accident de voiture-là aussi, il t'a marqué dans ta vie, dans le sens où tu t'es dit, faut y aller, quoi. Je m'en rendais pas compte petit. Tu vois, je pensais que c'était autre chose, des éléments déclencheurs, mais ça, c'était peut-être un des éléments déclencheurs qui fait que j'ai tout... Tu sais, moi, j'ai un truc, je cours toujours après le temps. Je vis 100 vies en une vie. C'est fou, mais c'est comme ça, je cours après le temps. Peut-être que je le gagne, peut-être que je le perds aussi, hein, parce que quand tu bouges trop, peut-être que tu perds du temps aussi, mais je cours après le temps. Et ensuite, ce qui m'a déclenché tout ça, j'étais en 3e, je ne sais pas si ça existe encore, alternance, tôlerie, peinture.
Et à l'époque, je travaillais chez Citroën, tu vois. Et je peignais mon scooter. Moi, je kiffais les scouts. Et donc, quand je peignais mon scoot, une fois, le mec, il m'a fait peindre le parking, mon maître de stage, et il caillait, tu vois, c'était le mois de janvier. Et il m'appelait Momo. Je m'appelle Hakim, il m'appelait Momo. et je dis, est-ce que je peux rentrer, prendre un peu de chaleur? Il fait froid, parce que, tu vois, j'étais en t-shirt et tout. Il me dit, Momo, on verra ça plus tard, tu finis à 17h. Et c'est des choses qui m'ont marqué. J'avais 15, 16, 17 ans, enfin, même 16 ans, je pense. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Déjà, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Ouais, déjà. Deux, voilà. Et je ne peux pas attendre 17 heures pour sortir d'un boulot. C'est pas ça, la vie. Tu vois? En tout cas, moi, ça m'a marqué jeune. Ouais. Et il fallait que je trouve une solution. D'accord. Tu vois? Moi, je ne suis pas un entrepreneur qui veut consolider et devenir le plus riche du cimetière. Je suis en mode un entrepreneur feignant qui cherche une solution. Ok. Et souvent, les gens vont dire, ouais, faut travailler de trucs, nanana, faut travailler beaucoup, ça c'est sûr, mais il faut pas compter son temps. Mais toi, ton temps, apparemment, il est précieux pour toi. Il est précieux, mais quand j'étais plus jeune, tu vois, là, j'ai une quarantaine d'années, mais entre 18 ans, on va dire, et 30 ans, j'ai travaillé H24 très dur. Tu sais pourquoi? Tu travailles dur parce que tu apprends à travailler. Personne avant ne nous a appris à travailler intelligemment. Tu vois, donc il a fallu faire toutes les conneries, passer. Tu sais, c'est comme, je sais pas, un footballeur. Tu vas avoir quelqu'un, c'est un génie, et tu vas avoir celui qui va s'entraîner H24 pour devenir un génie. Et là, c'est pareil. Moi, personne m'a appris les règles. J'étais dans la franchise, tu as vu, j'ai lancé ma franchise, j'avais 19 ans. 19 ans, on connaît rien au business. Donc, il a fallu apprendre en faisant des erreurs. Et j'ai travaillé, franchement, en toute sincérité, pendant 10 ans, 7-7. Et les gens qui me connaissent de ma ville, ils le disent. Hein. Ça, c'est Nabab, ça. Ouais, quand j'ai lancé Nabab, quand t'as lancé Nabab. Attends, faut s'attarder quand même sur cette réussite. Parce que, t'as vu, moi, je t'ai regardé sur M6 quand j'ai vu ton reportage. Quand j'ai dit que tu m'as inspiré, franchement, c'est la réalité. Parce que, déjà, avant d'être sur les plateformes et de m'inspirer, je t'ai vu sur M6. 2008. Voir un petit rebeu comme ça, qui arrive, qui a une chaîne de restaurants, qui dit aux gars, bon, le calibre, c'est ça. Tu vois, tu donnais de la viande de qualité, mais tu maîtrisais ton business. Exactement. Et ça, franchement, ça m'a frappé aux yeux. Je me suis dit, non, le gars est fort quand même. Parce que les Grecs, tout le monde ouvrait des Grecs à tire-larigot. Mais avoir l'idée de franchiser, de mettre une marque de fabrique sur les Grecs, déjà, c'était innovateur, c'était incroyable. Faut le dire. À l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. À l'époque, c'est existait. Exactement. À l'époque, moi, tu sais, j'ai fait mon premier salon de la franchise. J'ai encore les photos. Je vais avoir 21, 22 ans. Il n'y avait que des... Pour moi, c'était un truc de blanc. Il n'y avait que des Français qui avaient 50, 60 ans et ils me regardaient bizarre. J'étais l'intrus. Tu vois, j'étais là en train d'installer mon stand, etc. Et aujourd'hui, je suis content parce que tu as plein de personnes qui sont parties de rien, de la banlieue, de partout, qui sont devenus franchiseurs et qui ont très, très bien réussi. Tu vois, donc c'est comme ça. C'est comme dans le rap. Il y a des mecs qui ont ouvert des portes et aujourd'hui, ça cartonne. Mais il faut le dire aussi, tu as ouvert des portes. Il faut le dire parce que les gens... Moi, on va parler des controverses, on va parler de tout. Et ce que j'aime bien, déjà, quand on t'a invité, tu m'as dit on parle de tout. Ah ouais, je passe. Ouais, t'as posé tes couilles sur la table, excusez-moi de le dire comme ça, mais t'as posé tes couilles sur la table. Et ça, j'aime bien. Tu m'as pas dit en coulisses, on dit tout dans Pump. Tu m'as pas dit on parle pas de ça, on parle pas de ci. Rien à cacher. Tu m'as dit moi, je suis venu pour tout assumer. Envoie la sauce car. Et ça, j'aime bien. Donc, on va parler de tout. Mais faut quand même s'attarder aux choses qui sont importantes. C'est à la genèse des choses. À la genèse des choses, tu es un entrepreneur à succès, qui ouvre une franchise à succès, ok, qui est un précurseur dans son domaine, qui est issu de la diversité, qui n'est pas d'une famille aisée et qui arrive à s'en sortir. Et ça, c'est fort pour moi. Exactement. Déjà. Disons les choses. Bien sûr. Non, moi, si tu veux, j'étais passionné par la franchise, très jeune. Moi, tu sais, en fait, quand j'étais étudiant, je montais des broches kebab. Je montais des broches, je gagnais mon argent de poche comme ça. Moi, j'ai jamais été intéressé par l'école. J'étais mauvais à l'école, sauf quand après j'ai fait du commerce à l'école. Là, j'étais bon. Et donc, je montais des broches, je gagnais mon argent de poche comme ça. Et après, je me suis dit, attends, il y a un truc à faire là-dedans. Il faut lancer une chaîne. Les mecs, à l'époque, dans les kebabs, ils mettaient l'argent dans des sacs poubelles. Hein.
Tu vois, les fêtes de la musique, Ah les ouais, samedis, ouais, il y avait ouais, beaucoup ouais, d'argent. du liquide. Ah En ouais. plus, il y avait moins de Apple Pay et tout ça. Pas Apple Ouais, Pay. ouais, T'avais grave. 90% de cash. Ouais, Tu ouais, vois. de fou, de fou. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, tiens, il manque une chaîne. J'ai dit, les mecs, ils brassent. Il y en a, ils ont acheté carrément des villages dans leur pays grâce à l'argent des kebabs. Tu vois, des mecs qui avaient 15 kebabs, 10 kebabs, ils ont fait beaucoup d'argent. Et je me suis dit, il faut une chaîne. Il faut lancer. Alors, à l'époque, en France, tu n'avais pas Starbucks, tu n'avais pas Burger King, tu n'avais pas tout ça. Ouais, c'est vrai, Burger King sont arrivés tard. Ouais. Ils sont partis, revenus. Ouais. McDo, Domino's Pizza, il y avait, et Quick. Donc, le C'est kebab, vrai. c'était le premier concurrent. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé. Après, j'ai travaillé dans les fenêtres, j'étais dans la menuiserie PVC, j'étais commercial. Ça a duré quelques mois. Et après, j'ai lancé tout de suite. J'ai pris une affaire qui était en train de couler à Tours et j'ai lancé mon premier kebab. Et là, Ok. j'ai tout connu. C'est pour ça aujourd'hui, quand je vois un peu ce qui se passe avec Master Pool et tout, j'ai tout connu. On va y venir. J'ai connu les expulsions de magasins, j'ai connu les inspections hygiène, URSAF, les contrôles répétés, les contrôles fiscaux, les redressements fiscaux, les interdictions de gérer. J'ai tout connu. Tu vois, le système, je le connais par cœur. Surtout quand tu démarres dans une petite ville. J'ai tout connu. Mais il y a une partie du système, comme tu dis, c'est vrai à mon avis, bon, au niveau judiciaire, on a dû vraiment te combattre. Mais il y a une partie du système aussi qui aimait bien aussi cet arabe qui arrive à monter, M6 ils t'ont fait un reportage et tout ça. Donc il y avait une dualité dans le système. Au niveau judiciaire, on essaie de t'assassiner Bien sûr. parce que ta réussite aussi, elle était impressionnante. Et j'ai regardé beaucoup, je me suis documenté. Quand tu arrives en berline ou en italienne, à ton âge, un petit rebeu comme ça, Bien sûr. qui arrive dans sa ville, et t'es précurseur d'un truc et t'arrives comme ça peut choquer aussi des gens. Mais les médias aussi, ils ont voulu te récupérer. Comment ça s'est passé quand t'es jeune comme ça, de se retrouver dans cette dualité en fait? En fait, judiciairement, il faut savoir que j'ai presque tout gagné. Judiciairement, j'ai pas eu de C'est problème. vrai. Dernièrement, t'as gagné. Ouais. Voilà, on va revenir. Voilà, aussi. sauf que les médias, ils parlent des plaintes, mais ils parlent pas du succès après, de la relax. C'est Tu vois. toujours ça. Hein. C'est toujours comme ça. C'est le jeu. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 20 ans, 25 ans, déjà, tu n'avais pas trop de rebeux ou de blagues de mon âge qui étaient dans le business. C'est pas comme maintenant. C'est pour ça, tu te rappelles la chanson de Kamel d'Alliance Ethnique quand il dit « Je veux des jeunes qui gèrent des entreprises ». Tu vois, il n'y avait pas beaucoup. J'avais quelques connaissances qui faisaient de l'argent, mais on va dire ils étaient plus dans, tu vois, dans De l'illégal. l'autre côté de la barrière. Voilà, c'était plus de l'autre côté que dans le business. Il n'y en avait pas énormément des étrangers qui entreprenaient, de notre génération en tout cas. Après, moi j'ai ouvert dans une petite ville devant la mairie. À l'époque, j'étais trop naïf pour comprendre qu'ouvrir un kebab devant la mairie, ça gênait tout le monde dans la ville. Bah oui. Donc j'ai eu une expulsion par un ancien notaire radié qui s'appelait Gabriel Herbroto, qui a été radié du barreau des notaires. C'était le propriétaire des murs parce qu'il faisait plein de magouilles. J'étais en dispute avec le maire de la ville qui s'appelait Jean Germain, qui s'est suicidé, parce que lui, il était dans d'autres magouilles aussi après. Voilà, des histoires de fous. Donc j'ai connu des expulsions. J'étais sur écoute, je pense, toute ma jeunesse. Je te mens pas, je te dis la vérité. Hein. Ouais, parce que blanchiment. Ouais, bah, bien sûr. Blanchiment, obligé. Mais sur écoute. Moi, je te jure, les flics qui venaient, je repeignais mon magasin le soir parce que je voulais pas fermer la journée. Ils me disaient, les gars, chez où la drogue? Je dis, mais pourquoi vous me parlez de drogue? Moi, je vends des kebabs. Il me dit, mais non, mais vous êtes un arabe. Tu vois, tout ça, j'ai connu. Tu vois, et à cette époque-là, j'étais un gamin, je pensais qu'il y avait une justice, il n'y avait pas de justice. J'ai connu tout ça, les expulsions, les contrôles d'URSSAF à répétition, jusqu'au jour où l'arme fatale du système français, c'est le fisc. Ouais. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Dans une petite ville, on veut te casser, on t'envoie l'hygiène, ça passe, on t'envoie le mec qui t'expulse, ça passe, on t'envoie des contrôles à répétition. À la fin, contrôle fiscal. Ouais, c'est vrai. C'est tout. vrai. C'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. Contrôle fiscal, tu fais du kebab. La perte en viande, nous, elle était de 40%. Moi, j'avais des usines, j'étais actionnaire dans des usines. C'est un métier que je connais par cœur. Et on dit non, c'est 5%. Donc, redressement de X, je sais pas, 1 million sur une boutique. T'en as 10, ça fait 10 millions. Et on te met ce qu'on appelle les menottes financières. Tu bouges plus. On veut t'abattre. Alors, et en plus, c'est hyper injuste le système fiscal. Moi, je vais donner un cas à Marseille, j'ai le dossier encore. Tout ce que je dis, tu sais, je veux dire, même en justice. C'est documenté. Hein. J'ai un redressement à Marseille d'1 million d'euros. Mon associé, il passe d'1 million à 44 euros. Comment ça? Il défend le dossier. Ouais. J'ai mon associé Issam qui défendait le dossier. Il est passé d'1 million à 44 euros. Ça veut dire que même le contrôleur, il tire au pif.
Ok. Je vous mets 1 million, après, défendez-vous. Tu vois? C'est incroyable. Et moi, j'ai un défaut, c'est vrai, que contrairement à mes collaborateurs, à mes associés, les gens qui ont bossé avec moi, c'est que quand j'ai raison, j'ai raison. Tu vas jusqu'au bout. Voilà. Et je parle pas avec les mecs, tu vois, un contrôleur qui vient, c'est pas son métier, je travaille comme un chien, il connaît pas son métier, il connaît pas le métier du kebab, il vient me redresser, il passe d'1 million à 44 euros, pour moi, c'est du vol. Tu vois? Et donc, si Bien tu sûr, veux, bien sûr. c'est du vol. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai eu plein de problèmes, même avec l'interdiction de gérer, c'est pareil. Je dis la vérité. J'ai un mandataire à Paris qui s'appelle MJA, je dis même le nom. Il me dit, écoutez, monsieur Benotman, vous payez 70 000 euros, d'accord, et je vais pas au tribunal. Je dis non, allez au tribunal, même si vous mettez une interdiction de gérer, parce que j'estime que j'ai rien pris de la boîte. Mais attends, excuse-moi, Hakim. Interdiction de gérer, tous les jours, il y a au moins des centaines de personnes qui sont interdites de gérer. C'est pas un truc de fou. Parce qu'il faut remettre les choses aussi dans le contexte. Parce que quand les gens ils entendent interdiction de gérer, on dirait que t'as tué quelqu'un. Mais tous les jours, il y a des gens, même ils ont pas payé une facture, ou ils ont mal géré leur société. Un père de famille normal, il peut être interdit de gérer. Il peut être interdit de gérer, mais moi, j'aurais pu les éviter. Je te mens pas. Ok. J'aurais pu les éviter. C'est une erreur de ta part, alors. C'est une erreur parce que c'est pas question d'ego, c'est je suis têtu. C'est pas que je suis têtu. Quand le mec, je lui dis j'ai rien pris de la boîte, donc je paye pas, même 20 000, c'est pas question d'argent, c'est question de principe. Moi, je suis un mec, je suis beaucoup dans les principes. Et en fait, si tu veux, je paye pas, il va au tribunal, un mandataire avec un entrepreneur, il gagne. Donc après, là, aujourd'hui, pour l'image, j'ai payé et je sors de l'interdiction. Ok. Mais juste pour l'image, moi, je m'en fous en vrai. Bon, déjà, est-ce que tu vas encore ouvrir des sociétés en France? Alors, franchement... Voilà. Est-ce que ça te donne encore l'envie de payer des impôts, de faire fonctionner le système français? Alors, je vais te dire un truc. Moi, bizarrement, la France, c'est un pays, je les remercie quand même. Tu vois, Bien tu sûr. sais, j'ai eu la chance d'entreprendre dans beaucoup de pays. Mhm. Il n'y a pas le pays paradisiaque. Ça n'existe pas. Moi, je t'assure que payer à l'époque 25-30% d'impôts, ça ne me dérangeait pas. Tiens, c'est votre dû. Vous aidez des étrangers. Qu'on le veuille ou pas, c'est un pays où parfois beaucoup d'étrangers sont mieux que dans leur pays. Sinon, nos parents, ils ne seraient pas venus là. C'est vrai. Tu vois, moi, c'est un pays, je respecte. Mon père, il a été malade, on l'a soigné gratuitement. Tu vois, on nous a donné les APL. Moi, j'ai eu les APL, on nous a donné les allocations familiales. Ma mère, elle a vécu avec les allocations. Donc, c'est un pays à qui je dis merci tous les jours. Et je défendrai ce pays, même si demain il y a la guerre, plus ce qu'ils appellent un vrai Français. Par contre, tu me mets 30% d'impôts, pas de problème. Tu vas faire tourner les assos, tout ce que tu veux. Mais rajoute-moi pas 30% de contrôles fiscaux et de redressement. Sinon, il reste plus rien. J'ai plus de quoi manger à la fin. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. C'est l'injustice fiscale. C'est ça. Ça, j'aime pas. C'est ça. En tant que citoyen, c'est vrai que la France, c'est un beau pays. Voilà. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est cette facette-là. Est-ce qu'en en tant qu'entrepreneur, tu as encore envie d'entreprendre en France, après tout ce qui t'est arrivé? Non, mais tu as vu le plafond de verre? Je pense que ça dépend. Il y a un niveau, n'importe quel pays, il y a un plafond de verre. Je vais pas te mentir, je pense que peut-être la Suisse, ça passe, ça dépend, mais il y a un moment, il faut du réseau. Tu peux pas tout exploser. Tu vois, moi, en France, j'ai connu tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as vu qu'on parlait de Master Poulet. Je suis déçu de voir un maire d'origine maghrébine contrer des jeunes maghrébins qui taffent comme des chiens et qui veulent faire de Master Poulet une belle réussite. On ne devrait pas pouvoir interdire un commerce. Si un commerce fonctionne, c'est parce qu'il correspond à la clientèle qui vient manger. C'est tout. On va mettre un parallèle avec le gars de Master Poulet. C'est un gars issu de la diversité, comme toi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il est autant attaqué parce que c'est un arabe, quoi, on va dire les choses, ou il y a plusieurs facteurs qui font qu'il a attaqué? En fait, c'est vraiment pour ça qu'il a attaqué? Ce que je comprends pas, c'est qu'il est attaqué par un maire qui est arabe. C'est incroyable. C'est ça que je comprends pas. Moi, à l'époque, j'ai vécu la même chose que lui. Alors, le kebab, c'était beaucoup plus mal vu que le poulet. On va pas se mentir. Puissance 1000. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Puissance 1000. Kebab, ouais, la broche, là, laisse tomber. Jeune Robeux, kebab, blanchiment d'argent, une ville de notables français. Mais moi, à la rigueur, avec le recul, je comprends que j'ai été attaqué par un franco-français qui avait 70 ans, qui était dans certains trucs un peu spéciaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, par contre, je comprends pas, parce que c'est à Paris, banlieue parisienne, un maire qui est d'origine maghrébine. Normalement, ça devrait être une fierté. Grave, la réussite. Ça devrait être un exemple de la République, justement. Bien sûr.
C'est des gens comme ça qu'on devrait mettre en hauteur pour dire, voilà, les gars, faites comme ça, au lieu de casser des voitures, faire des trucs, monter des business. Mais il monte un business, on veut l'assassiner. Et la suite, on la connaît. Donc, tu vois, ce qui se passe médiatiquement, ça va être une succession de contrôles d'hygiène. D'ailleurs, j'ai vu des articles sur lui. Il commence à lui fermer des restos. Tu connais la musique. Mais c'est la même musique à chaque fois. L'histoire se répète. Pour ça, je dis souvent, même joueur joue encore. Donc là, ils vont dire ça. Ils vont dire, bon, tu fais combien? 30 millions de chiffre d'affaires. Tu dois faire 4-5 millions de résultats. Contrôle fiscal. On va lui mettre 5 millions de redressement. Et l'histoire se répète. Ouais, c'est incroyable, ouais, c'est vrai. Maintenant, il aurait vendu des macarons, il s'appellerait Michel. Moi, j'ai pas vu, je te mens pas, à l'époque, tu sais, ça m'a appris les lois, tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai commencé à faire des schémas, des organigrammes de dingue. Et je faisais des tests. Je dis franchement, je mettais dans mes boîtes à l'époque quelqu'un de français, avec un nom français, type Geneviève, une française, une femme. Ok, tu faisais ça? Ah ouais, mais moi j'avais, tu sais, j'étais tellement devenu parano que j'ai monté mon groupe avec 6 holdings. T'as vu? Je décomposais tout. Comme ça, je me disais, ils viennent m'attaquer là, il me reste ça. Ouais, la peur du lendemain. La peur du lendemain. Et je suis monté dans des schémas, je te jure, ce que je dis dans les réseaux, c'est pas des conneries, hein, où des avocats internationaux, ils venaient me demander des conseils. Moi, j'avais carrément des schémas, des magasins qui remontaient sur des sociétés qui n'étaient pas à mon nom. Enfin, j'étais l'actionnaire final, mais tout en haut. Et en haut, c'était loin. Il y avait ce qu'on appelle des cascades de holding, c'était très compliqué. Et j'avais même des magasins, j'en ai toujours, hein, qui me restaient, que j'appelais pas Nabab. J'ai dit, ceux-là, vous mettez pas le nom Nabab dessus. Ça restait des kebabs indépendants. Comme ça. Tu faisais ça aussi? Et parce que j'étais devenu parano. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, t'as raison, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et je m'étais rendu compte jeune, je me suis dit, une fois, j'ai dit à mon père, écoute, en fait, dans ce pays, que tu sois issu de l'immigration, que tu sois dans la drogue ou dans un circuit halal, c'est pareil. C'est incroyable. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'on était traités de la même manière, plus ou moins. Tu sais, quand tu es un honnête citoyen, un honnête entrepreneur, et que tu es sur écoute H24, et que la police, elle vient te contrôler une fois par mois, ben en fait, tu as la même vie qu'un voyou, en réalité. C'est incroyable, alors que tu essaies d'entreprendre. T'es vu pareil, si tu veux. Mais ce que j'aime bien, Hakim, c'est que tu te victimises pas. Et que tu gardes toujours cet amour de la France. Non, mais c'est vrai, parce que tu pourrais avoir un discours victimaire à dire « Ouais, la France, nanani, nanana », mais tu gardes quand même ce côté positif, et j'aime bien. Comme il dit Kerry James, c'est pas nous qui aimons pas la France, c'est elle qui nous aime pas. Il y a un moment, moi tu sais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai presque fait le tour du monde. On a un pays magnifique. Que tu ailles en montagne, que tu ailles en Côte d'Azur, que tu ailles Paris, si tu te balades le soir, c'est un musée à ciel ouvert. On s'en rend pas compte. On a un pays magnifique. C'est vrai. Maintenant, il faut que la France comprenne que les Français d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'hier. Ça évolue. Ça évolue. Avant, la musique, c'était Johnny Hallyday, Charles Aznavour. Aujourd'hui, ça va être du Maître Gims, Aya Nakamura. Ça y est. Les acteurs, c'était Delon et compagnie. Aujourd'hui, ça va être Omar Sy, Tahar Rahim. Ça y est, la nouvelle France. C'est ça. C'est celle-ci. Mais quand tu dis ça, la Nouvelle-France, ça leur fait peur. Pour eux, c'est le grand remplacement. Mais c'est le grand remplacement. C'est en réalité. Toi, cette tasse-là, pour toi, tu te dis vraiment c'est le grand remplacement? Mais bien sûr. Sérieux? Ouais. Et moi, je vais te dire un truc, je pense même pire que ça, parce que j'étudie beaucoup là-dessus. Je vais te dire un truc. Je pense même que l'Europe va devenir noire. Sérieux? C'est un truc de fou ce que je te dis. Mais dans peut-être 50, 100 ans, la France va devenir noire, l'Europe. Pourquoi? Les Français font plus d'enfants. Ouais, c'est vrai. D'accord? Aujourd'hui, c'est qui fait des enfants? C'est les Africains. Ouais. Donc, il y a un moment donné, il va falloir ramener des jeunes pour travailler pour les personnes âgées. Nous, demain, on va être des personnes âgées dans pas longtemps. Il faut ramener des jeunes. Qui fait des enfants? C'est vrai. Le taux de natalité, là... Il est, je crois, à 2, 1,8. C'est fini. Il va falloir... Et ils en font de moins en moins et les gens ne veulent plus en faire. Donc, c'est les Africains qui font des enfants. C'est vrai. Alors que c'est les pays pauvres. Alors qu'ici, ils disent on ne fait pas d'enfants parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir. Donc, il y a un moment donné, il faut ramener de la main-d'œuvre. Il faut ramener aussi des consommateurs. T'as tout dit. C'est vrai en plus. Parce que le raciste, ok, tu vas prendre son raisonnement. Il va te dire, ok, les Rebeux et les Blacks, ils ont tout cassé pendant la Coupe, la Ligue des Champions. Chose qui est dramatique. Un pays, tu dois le respecter. Ça, c'est clair. Et ne pas faire. Normalement, je suis un grand supporter de Paris et ça, c'est pas des images belles à voir. Voilà, ça, c'est pas des belles images. Et ça fait que le raciste, il va généraliser et c'est toi et moi qui vont en pâtir de ça. Donc ça, c'est pas bien. Il faut que ces gens-là soient punis. Mais à côté de ça, tu prends un mois de Ramadan, le pays, il est mort. Économiquement, il est mort. Donc l'immigration, elle est là pour nourrir l'économie du pays. Non, c'est vrai ce que tu dis. Et parlons du halal dans
par exemple, Quick ou, non, par exemple, KFC qui s'est mis au halal, par exemple. Moi, le halal, je vais te dire, même McDo passera en halal. Le halal, à l'époque, Tu penses ? Ouais. À l'époque, quel était mon rêve de gosse. Mon rêve de gosse, c'était d'avoir le plus grand groupe halal de France. Alors, pour ceux qui nous regardent, il y a eu des rumeurs, etc., qui disaient que Nabab n'était pas halal. Je peux vous assurer que c'est halal. C'était pas certifié AVS et Shahada, mais c'était halal. En fait, les certifications, pour que les gens comprennent, c'est pas une obligation. Tu peux certifier à la mosquée de Lyon, c'est pas une obligation. C'est pas parce que c'est pas certifié que c'est pas halal. Certifié, c'est t'acceptes de payer 1 euro de plus, quelqu'un qui vient et qui dit c'est bon, j'ai certifié. Mais si tu sais faire certifier par tes équipes internes, t'as pas besoin de payer 1 euro de plus. Pour que les gens comprennent. Parce que tu vas avoir Master Poulet qui va avoir les mêmes problèmes, ils vont tous avoir les mêmes problèmes. Donc ça, déjà, c'est un sujet. Le halal, tu as 2 choses. C'est un marché que je connais par cœur parce que j'ai grandi là-dedans. J'ai fait que ça avec Nabab. Moi, je me suis dit, je développe Nabab. C'était très compliqué. À la fin, j'ai vendu. Je suis revenu, j'ai fait Tacos King. Tacos King, j'ai pas vendu groupé, j'ai revendu au cas par cas les magasins parce que j'avais plus d'énergie. C'est dans ce coup-là aussi, Tacos King. J'ai eu 43, je crois, magasins Tacos King. Ok. D'accord. J'avais pas la même force. Mon capital travail, je l'avais un peu flingué. Et donc, j'avais fait Tacos King avec une marque qui s'appelait FBH. Je voulais lancer plein de marques. Ça n'a pas fonctionné comme j'ai voulu. Ok, j'ai déposé. En plus, je commençais à avoir pareil, encore une fois, des contrôles fiscaux. Je dis bon, je liquide. Parce que moi, je suis un peu têtu. C'est la France, malgré qu'ils m'ont allumé plein de fois, chaque fois, je revenais. je suis accroché au pays. C'est bien. À chaque fois, je revenais. J'essaye d'être un peu plus têtu qu'eux, mais bon, faut pas forcer. Et à la fin, je me dis, bon, le seul moyen, c'est d'acheter la vache à lait. Le plus gros, c'est Quick. Et Quick, on a proposé, tu vois, je me suis associé avec des personnes, on a proposé 230 millions d'euros. Personne n'en voulait au départ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça vaut 1 milliard. Hein. Et là, à la dernière minute, un fonds américain qui est venu, qui a repris. Et là, la banque avec qui je bossais, etc., ils m'ont dit, Makim, le problème, c'est qu'il faut du lobbying. C'est politique à ce niveau-là. Et là encore, tu as un plafond de verre, c'est un autre plafond de verre. Je pense qu'on est encore loin de la personne issue de l'immigration, Robert-Renoir, qui va pouvoir consolider un marché qui fait 1 milliard ou 2 milliards. Jusqu'à c'est Quick, c'est compliqué. Il y en a qui arrivent, il y en a un dans la grande distribution, etc., qui arrive. Mais il va falloir à un moment s'associer avec les bonnes personnes et faire des choses. Quand j'ai fouillé dans les papiers, il a fait des choses, j'ai pas envie de dire parce que je veux pas le pénaliser, mais qui va rentrer dans le bon circuit et le bon réseau. Ok. D'accord. Ok. La réalité, elle est là. Ok. Et quand j'ai loupé Quick, j'ai retenté, parce que tu as vu, encore une fois, je t'ai tué, j'ai retenté Courtepaille à la barre du tribunal. Courtepaille aussi, t'es parti sur Courtepaille. Je voulais faire... Ça existe encore, Courtepaille? Ouais, mais ils en ont fermé une centaine, il en reste 100. Okay. Ça a été repris par le groupe La Boucherie. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais faire? Je dis, bon, le fast-food halal, il y en a plein. Quick, j'ai loupé, ça fait rien. Comment je peux reconsolider? Et je voulais faire une entrecôte halal à la sauce escargot dans tous les Courtepailles. Et là, quand j'arrive au tribunal, j'apprends que j'ai eu l'interdiction de gérer, donc j'ai pas pu reprendre la chaîne. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, j'arrête la restauration. Je fais un virage 100% digital, 100% informatique, SaaS, etc. D'accord. Pour revenir sur Quick, parce qu'il y a trop de controverses sur Quick, les gens ils disent t'es un mytho, t'as pas voulu le racheter, blablabla. On est en live, là, on est en live. Hein. Ouais, vas-y. C'est la controverse des... Ouais. Parce que... Si on passe notre temps à répondre à des ânes... Parce que ça, pour ça, les gens disent ouais, il a pas acheté Quick. Là c'est mon drive. Ok. Ça, c'est toutes les affaires que j'étais en train de racheter dans Quick. Donc c'est en 2021, tu as toute la vie de Quick, tu as tout. Tu as même les contrats de travail, tu as tout. Et là, ici, tu as la proposition qui est ici. Elle est là. Attends. Elle est là. Indicative offert. Voilà, donc tu vois, c'est en anglais. Ça, c'était ma holding. Ok. Et là, tu as la proposition qui est là, 230 millions. Et je vais te la donner après, 230 millions. C'est marqué noir sur blanc. Et là, tu vois. Ok. Et là, c'est mes associés. Il y a les signatures, effectivement. Voilà. C'est tout. Ok. Après, les gens, si je suis pas là, je veux passer ma vie à justifier à des mecs qui sont encore en train d'essayer d'avoir une augmentation à leur taf, ça sert à rien. Non, mais c'est vrai. Non, je vois ce que tu veux dire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, ça peut être pris comme méprisant, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense malheureusement, tu sais, je te jure, tu trouveras pas plus simple que moi. Je suis un mec très simple. C'est vrai. Au prime abord, quand je t'ai vu en coulisses, franchement, mais je pense rien à dire. qu'il faut
quand tu fais des choses dans la vie, devenir méprisant avec des personnes qui ne méritent pas ton attention. D'accord. Malheureusement, tu as vu, dans la vie, il faut être humble, le plus humble possible, avec les gens simples, les gens qui te respectent, tu les respectes. Mais les gens qui te méprisent ou qui te dénigrent, il n'y a pas de... Ça, c'est forcé, bien sûr. Tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, dans cette vente, mais pourquoi les gens ils disent, ouais, il a pas essayé d'acheter Quick? Alors que, franchement, c'est ça. En fait, il y a un truc en France, les gens, ils n'acceptent pas l'échec. Mais même si tu as essayé de viser les étoiles, viser la lune, et que tu as atterri sur une étoile, tu as quand même essayé d'acheter Quick. Faut avoir les couilles, putain, merde. C'est ce que je veux dire. C'est beau quand même. Moi, même si tu as échoué, moi, c'est pas. En fait, je retiens pas le fait que tu aies échoué. Je me dis, putain, il a eu les couilles d'essayer d'acheter Quick. Et je te jure que j'étais à 2 doigts d'y arriver. Et bon, Dieu, il n'a pas voulu. Moi, je suis très croyant. Ça fait rien. Ça aurait fait fermer la bouche à beaucoup de gens, mais ça fait. Écoute, c'est la vie. C'est la vie. T'as vu, on n'enterrera rien avec nous. Il faut respecter ce que la vie nous donne et continuer toujours à tenter. La réussite, c'est de continuer à tenter. La restauration, j'en suis sorti. Je pourrais faire même mieux, mais ça fait rien. C'était une expérience exceptionnelle. Mais les gens, ils ont dit, il n'a pas revendu Nabab, il n'a pas failli racheter Quick, il n'est pas rentré dans SpiceX. Tu vois, SpiceX, là, c'est sous IPO dans quelques jours, le 12 juin. On est rentré, nous, ça valait 600 milliards. Ça va faire une IPO, je crois, une valo à 1750 milliards. Les membres de mon club, ils vont faire x3. Alors, les gens, ils vont dire, c'est des conneries. Attends, je vais te montrer. Moi, je n'ai rien à cacher. J'aime bien quand tu fais ça, Kim. Là, exclusivité pour Pump. Voilà. On va avoir un peu des documents. Envoie-moi les documents de SpiceX, s'il te plaît. Merci. Il va me les renvoyer. Et SpiceX, c'est avec ton club que tu veux rentrer dedans, en fait. Ouais, en fait, je veux, là encore, c'est une autre histoire. J'ai un business club. Ouais. Il y a bientôt 2000 membres. On en parle beaucoup de ce business club-là. Les gens, encore une fois, t'as vu, c'est pour ça, les médias, t'as vu, les journaux, ils nous contactent, on répond même plus. Business club, Hakim a eu 50 plaintes. Bon, déjà... Il faut comprendre pourquoi j'ai eu des plaintes. Moi, avant d'avoir 50 plaintes, j'ai lancé des assignations, j'ai porté plainte contre 80 personnes. Et j'ai fait un podcast avec quelqu'un qui s'appelait Cassil, il n'y a pas longtemps, et j'ai demandé aux gens, des membres suspendus de mon club, de porter plainte. Tu regarderas le podcast, tu verras. J'ai dit, allez porter plainte, parce que ça m'arrange. Judiciairement, ça m'arrange. Ce business club, il fait quoi ? On a investi dans SpiceX, on a investi dans des projets à Marbella, on a investi dans des projets au Maroc, on a investi dans des startups, dans plein de trucs. Les gens sont super contents et tu avais quelques mécontents. Tu avais, on va dire, une vingtaine sur 1000 de mécontents. Mais bon, c'est 2% de taux d'insatisfaction. Même dans un étoilé Michelin, il y a plus de taux d'insatisfaction. Et quand on a voulu voir c'est qui ces 20, on s'est rendu compte que tu as un concurrent, on a des audios. Enfin, il faut savoir qu'on a porté plainte contre ces gens-là. C'est même pas de la concurrence déloyale, c'est carrément de la manipulation de concurrence déloyale. Tu as un concurrent, je tairai le nom, qui parle avec ces gens-là, qui dit, bon, alors, c'est bon... Un concurrent qui bossait sur M6 Exactement. Okay. Et on a carrément les audios, les scripts, parce que moi, bien entendu, j'ai mis des personnes dans le groupe WhatsApp, des infiltrés, puisque ce concurrent a mis des infiltrés dans mon club. Et il leur disait, bon, bah maintenant... Ça, c'est avéré, ça, qu'il a mis vraiment des infiltrés dans ton club? Ouais, c'est le concurrent qui, lui, est en relation avec Avi. Ils sont tous en relation. Avi, le collectif qui avait aidé Booba à démanteler Magali Berda. Exactement. Okay. Ouais. Après, l'histoire Magali Berda-Booba, elle est compliquée. Ouais. Mais si tu veux... Ce concurrent, tu l'entends dire donc aux membres, tu dis, bon, bah maintenant, vous allez sur Trustpilot, tu sais, le truc d'Avis, là. Vous mettez des mauvaises notes sur le business club d'acquisition. Okay. C'est bon, c'est fait. Bah maintenant, allez mettre des bonnes notes dans mon club. C'est débile complet. Et ce concurrent, on s'est rendu compte, moi, j'ai des audios de fou, qu'il était en relation, le mec, avec tous les youtubeurs. Alors, je sais pas s'il leur a donné de l'argent ou pas, mais j'ai des audios de fous, des audios de fous. Et en fait, donc, c'est un problème, si tu veux, judiciaire. Et il faut laisser... Le mec, tu sais, ça a été tellement loin dans la manipulation, je te jure, c'est ça qui m'a le plus vexé. Il m'a carrément fait passer pour un raciste auprès des gens et après. Ouais, j'ai entendu des audios où t'insultes même ta propre communauté, ethnie, tout ça. Ouais. Où tu dis, ouais, je crois c'est quoi, tu parlais des Algériens? Ouais, les Algériens, non, laisse tomber, faut pas bosser avec eux, tout ça, nan. Et en fait, c'est sur le coup de l'énervement, c'est pourquoi non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je t'explique, c'est tu vois quoi. C'est un audio qui a été mis par une ancienne collaboratrice à moi que j'ai dégagée parce qu'elle a escroqué le groupe.
Et avant, j'avais des magasins partout et à une époque à Marseille. Et à Marseille, ils m'avaient embauché. J'avais beaucoup d'Algériens. Je suis d'origine algérienne. Sauf que les Algériens à Marseille, quand il y avait un match de foot, personne venait bosser. Tu vois, donc le magasin, limite, il fermait. Au Vélodrome. Ouais, c'était au Vélodrome. Donc je leur ai dit, ça y est, mais moi, il faut mixer le truc, quoi. Tu peux pas me mettre que des Algériens. J'ai capté. Ouais, sinon, on va fermer le magasin. On va couler, bah oui, on va couler. j'ai capté. C'est tout. Ok. Mais tu vois, j'avais, des audios. Tiens, il est là, regarde. T'entends, ça, c'est des trucs, attention. Proche du micro. Je m'occupais personnellement de lui. Donc j'ai affiché, activé de mon côté tout le réseau pour que les gens arrêtent de travailler avec lui, que ce soit les Yomi, les Alécan, les Parle de moi, enfin le total. Je veux que tout le monde le coupe. Donc je vais me mettre sur son dossier. J'ai nos limites en moyens, donc je vais aller loin. J'ai des mecs là qui vont creuser et j'aurai déposé des gens là très bientôt. Donc, si tu veux, la vraie histoire, c'est quoi? qui veut t'éteindre? C'est qui fait cet audio-là? Les gars, ils veulent t'éteindre. Mais ça, c'est un concurrent. C'est Anthony, ça? Bah, bien sûr. Disons les choses. C'est Anthony Bourbon, ça? C'est un concurrent. C'est sa voix, ça? Mais c'est sa voix, ça. Et c'est lui qui fait l'audio pour t'éteindre comme ça? C'est lui qui fait l'audio. Et quand il a fait l'audio, pour parler avec les youtubeurs, il y avait un mec qui bosse avec lui qui a enregistré. Ok. Qui a enregistré. On a même 3 enregistrements. Mais on a des trucs Et de quand fou. il parle de nos limites, ça veut dire que... Quand tu vois des prêt mecs... à arroser, quoi. Je vais pas citer les noms. présume, mais, hein. bah, bien sûr. Quand tu vois les mecs qui font des vidéos sur nous, business, escrocs, mythos et compagnie, des enchaînements de vidéos. Mais les mecs, est-ce qu'ils font ça gratuitement? Je pense pas. Donc le mec, il a khalas, c'est possible qu'il a payé. Maintenant, pourquoi je veux pas répondre aux médias? Les médias, ils ont une narrative qui suit un peu ce truc-là. Parce que le mec, il passe à la télé. Mais moi, j'en ai rien à foutre. C'est le premier de la classe. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu sais, c'est comme à l'époque. Ça me fait penser à moi, il y a 20 piges. La franchise, c'est pas fait que pour les Blancs. J'étais un Arbi, je l'ai fait. Les business clubs non plus. Il n'y a pas de... T'as vu, on a l'impression... C'est vrai que là, tu tapes haut, là. Et Non, mais ça, ça les fait gens, rien. ils aiment pas. Business club, là, tu vas chercher... Parce que business club, c'est un peu comme des fonds d'investissement, on va dire. Là, tu vas dans des trucs... Mais ça fait rien. Tu tapes haut, Hakim. Dis-toi que les gens de nos communautés commencent à monter même dans la finance. Aujourd'hui, tu vas dans la finance, il y a plein de personnes, des minorités. Moi, j'ai des potes qui ont grandi dans des cités qui avaient rien. Des familles, tu vois comment ils ont été éduqués, qui travaillent dans les plus gros fonds d'investissement. Le père et la mère, elle était femme de ménage, le père, il était ouvrier. Le fils, il y en a 3 fils, il y en a un, il est avocat d'affaires à New York, l'autre, il est dans les plus gros fonds d'investissement internationaux. Donc, tout est en train de changer. Donc, il n'y a pas de métier ou de business où nous, on peut se dire aujourd'hui, c'est pas pour moi. Tout est pour moi. Tu vois? Mais après, il y a les échos qui veulent t'abattre. Ça fait Il y a un youtubeur, il s'appelle Mousse, là, il veut t'abattre. Anthony Bourbon, il veut t'abattre. Sur ton chemin, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent t'abattre. Alors, il y a deux choses. Alors déjà, le youtubeur, il est là, quand il a fait cet audio, il parlait au youtubeur. Donc, Il parle à Mousse. Ah oui, sûr. Ah ouais. Donc faut Parce regarder. que Mousse, il fait... T'as vu, c'est un bon youtubeur et moi, je veux pas de guerre avec de youtubeurs. Moi, j'aime beaucoup son travail. Mais c'est vrai qu'il fait du beurre aussi. Hein. Souvent, il parle de toi. Il parle de moi. Il faut dire ce qui est. Il gagne de l'argent sur la vidéo, etc. Et attention, c'est pour ça, j'ai pas envie d'en parler, mais tout ça, c'est en procès. Lui, sa chaîne, d'ici 2 mois, elle n'existe plus. Il a même critiqué ton avocat. Il Ouais, a dit ton avocat, c'est un youtubeur. Tous ces gens-là, je vais te dire la vérité, d'ici 2 mois, leurs chaînes, elles n'existent plus et eux, ils vont payer des préjudices énormes. Maintenant, tu as vu, le TikTok, ça va plus vite que la justice. La justice, Clairement, il faut ça le prend temps. du temps. Ça prend du temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais un conseil que je donne aujourd'hui, il faut jamais parler. En fait, derrière les réseaux sociaux, faut pas se croire à l'aise. Tu vois ce qui se passe entre Booba et Magali Berda. Il faut pas se croire à l'aise. Ça peut aller très, très loin. Ouais, j'ai vu Magali, elle a fait un comeback, a gelé ses finances. 40 millions d'euros d'argent à venir. C'est pas d'argent qui sont sur les comptes. Ah, c'est à venir. c'est bien de le préciser. Voilà, c'est de l'argent à venir, c'est-à-dire de la SACEM et tout qui vont le payer, qui ont été gelés pendant la procédure qui va aller au fond. Elle peut mettre 2-3 ans et elle peut vraiment gagner. Et l'argent va être bloqué d'ici là. Donc peut-être lui, il va protocoler, il va lui dire tiens, prends 10-15 millions et laisse-moi tranquille. Mais il faut pas jouer. T'as vu, les réseaux, il faut... La diffamation, ouais, tout ça. Cyberharcèlement, concurrence déloyale, dénigrement. Il faut laisser la justice faire son taf. D'accord. Parce que ça peut aller très très loin. Moi, je t'assure, il y a même des gens qui parlent de moi, qui sont au Maroc. Moi, t'as vu, je m'en fous. Tu parles de moi en mal
parce que ça t'amuse, tu es sur TikTok et tu gagnes 1500 balles par mois. Moi, je m'en fous. Par contre, j'ai un campus. Derrière, il y a un type à Levallois qui s'appelle Antonio qui ouvre ses premiers franchisés. Tu sais, moi, j'ai un campus, c'est une école en ligne, on forme les gens pendant 1 an à être franchiseur. Lui, tu l'as impacté. Tu as impacté son chiffre d'affaires. Et lui, il nous a fait des attestations comme quoi, toi, tu fais le guignol derrière TikTok, mais tu impactes le chiffre d'affaires d'un commerçant. Et ça, faut payer. Et tu as vu au Maroc, cyberharcèlement, c'est pas la France, c'est 2 ans de prison. C'est 2 ans de prison. Ok. Ils rigolent pas avec ces trucs-là. Que tu parles, tu critiques, allez, une fois, ça va, on s'en fout. Mais que tu fasses de ça, d'une seule personne, ton business pour avoir de la lumière sur une personne, c'est pas bon. Donc là, t'as mis dans la sauce mousse, tu l'as attaqué vraiment officiellement? Je te montrerai après, hein, Ouais. mais j'ai assigné 80 personnes. Et 80, je te jure. Et j'ai assigné donc, dont les membres suspendus qui ont porté plainte contre nous, Ouais. contre X. Ouais. Bon, on a porté plainte avant contre eux, mais ça, c'est pas dit par les médias, parce qu'ils veulent garder la narrative qui les arrange. Et je te jure, je lâcherai personne. Je lâcherai personne. Moi, t'as vu, c'est pas pour moi. Je te jure, moi, je m'en fous. Tu me critiques, je regarde pas, moi, les réseaux, tout. Je m'en tape. Je fais mon podcast et je rentre chez moi, je vais travailler. Mais t'es en train d'atteindre les membres de mon club. Moi, derrière, j'ai 900 membres dans mon club qui sont contents et qui font du business. Tu les atteins. T'atteins des apprenants de mon campus. Donc, tu touches à des personnes qui m'ont fait confiance à moi. Donc, mon rôle à moi, c'est de les défendre. C'est pas pour moi. Moi, les gens, ils parlent sur moi, je m'en fous. Tu vois, si ça peut soulager leur frustration, je peux rien faire pour eux. Au départ, t'as commencé avec Wiss, ça se passait bien. Moi, je regardais tes vidéos. Comme je t'ai dit, je les buvais. Ouais. Vraiment, dans l'énergie, dans la motivation et tout ça, dans l'explication aussi de certaines choses que le plus grand public ne peut pas connaître au niveau de l'entrepreneuriat. Franchement, c'était fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une cassure avec Wiss. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est venu du business club, si tu veux. Après ça, c'est judiciaire. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai assigné en justice même Wiss et 3-4 personnes qui travaillent avec lui. Voilà. La Wiss vérité, aussi, tu l'as assigné? Pareil. Pour des raisons qui sont, je pourrais te les dire en off, mais je laisse la justice faire son taf. C'est du business, en fait. Ça reste du business. Ça reste pas du business. Tu sais, moi, je suis un mec, comme je t'ai dit, je te jure. Tu sais, une phrase qui dit « la vérité le mensonge se répète, la vérité reste cachée ». La vérité, je la connais. Elle est à des années-lumière des conneries que tous les abrutis qu'on voit sur TikTok disent, mais à des années-lumière. Tu vois, à des années-lumière. Et moi, je suis droit et je resterai droit jusqu'à la fin de ma vie. Je suis un mec loyal, valeur, principe. J'ai été éduqué comme ça. Et Wiss... et ces amis-là qui m'ont un peu mis dans l'écosystème des réseaux sociaux que je ne connaissais pas, n'ont pas été corrects. Donc, j'ai repris en main le business club pour tout remettre en état. Et en plus de ça, il a fait une vidéo sur moi où il me met un peu avec des trucs endiablés. Ça ne se fait pas. Mais oui, c'était dans le business club à la base, vous l'avez monté ensemble? On l'a monté ensemble à la base. D'accord, ok. Vous avez eu des divergences en fait. Quand j'ai compris ce qu'ils étaient en train de faire, j'ai tout arrêté. Et donc, j'ai repris en main tout seul. Et c'était mal intentionné? Est-ce qu'eux étaient mal intentionnés Par rapport aux membres du club? Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Mais en tout cas, judiciairement, oui. D'accord. Judiciairement, oui. Donc ça t'a fait reculer? Ouais. Je t'ai dit, non les gars, je le sens pas. Ouais. Vous portez dans une DA un peu obscure. Voilà. Et j'ai plein de mails à moi, avant qu'il y ait des problèmes buzz, etc., tu vois, où je leur dis, stop, il faut faire comme ça. Et tu vois, ils m'ont jamais répondu. Lui, parce qu'il n'y avait pas que lui, il y avait Wiss, il y avait des gens qu'on ne voyait pas, Ryan, Iman, Jean et Lucas. C'est un écosystème, si tu veux. D'accord. Et moi, je ne connaissais pas ce monde-là. Ok. Donc, je suis arrivé avec la NIA. Bah oui, parce que toi, t'es un mec du business physique. Ouais. D'un coup, moi, je suis vu arriver dans le digital, je me suis dit, oh, c'est incroyable, tu vois, il arrive sur les réseaux comme un météore. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je voulais pas être dans les réseaux. D'accord. Moi, j'ai pas besoin des réseaux, si tu veux, pour gagner ma vie. Oui, s'il m'invite. C'est comme si toi, tu m'invites à faire des podcasts. Il m'invite. Avant, j'ai eu une dizaine d'invitations de personnes, j'ai jamais été. Là, j'avais du temps, j'étais à Dubaï. Je dis, vas-y, on fait un podcast, il cartonne. Il me dit, viens, on en refait un deuxième, un troisième, un quatrième. D'ailleurs, ça cartonnait. Ça cartonnait. Tu vois, en communication, il est bon, il sait gérer sa il est chaîne, bon, il y a il sait rien à faire. dire. Je dis la vérité. Après, on commence à parler ensemble du business club, etc. Il me dit, Hakim, les gens, ils kiffent ce que tu fais. Ils veulent vraiment bosser avec toi. Il y a un truc à faire. Pourquoi pas? Et après, donc, on a commencé à développer ensemble. Et après, il y a eu divergence. D'accord. Mais ça,
Je pourrais t'en parler en off, mais pourquoi je ne veux pas en parler? Parce que je préfère que les juges travaillent là-dessus. Je préfère que ce soit judiciaire. J'ai capté. C'est entre les mains de la justice, comme on va dire. Mais juste une petite précision. C'est une divergence d'homme à homme où vous entendez peu, ou c'est vraiment une divergence au niveau du business et il y a eu des malversations peut-être que tu as repérées, que tu t'es dit « Ah, moi je suis pas dans ça ». Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils ont voulu, si tu veux, un peu moi je m'en occupais pas au début de ce business club, un peu manipuler, mais pour moi, derrière un large sourire, c'est pour ça que je me méfie des gens qui sourient, il y a beaucoup de malhonnêteté. Et c'est pour ça qu'on a quand même 600 pièces dans ce dossier. La vérité, c'est moi qui ai assigné tout le monde. Je ne vais pas te mentir, je le dis transparence. J'ai assigné Wiss et tous ses amis, à Dubaï et à Londres. Parce que le business club est à Londres. Hein. Et j'ai assigné toutes ces personnes. En fait, on a 2 sujets. On a Wiss et ses amis pour un sujet. Et on a Anthony Bourbon, et qui est à la tête de la pyramide de tous ces youtubeurs pour un sujet de dénigrement et de concurrence déloyale. Donc, il y a beaucoup de procédures en cours. Tu penses qu'Anthony Bourbon et Wiss, ils sont connectés ou ça n'a rien à voir du tout? Non, Bourbon, il est connecté avec tout ce qu'on a. Avec Mousse, avec AVI, le collectif AVI, qui est un collectif pipeau complet. C'est pour ça, à chaque fois que je fais des podcasts, limite, je les insulte, c'est des abrutis complets pour moi. Et je t'assure que j'ai demandé même à mes avocats de détruire ce collectif, parce qu'il n'a pas de sens. Et AVI, Trust Pilot, on a signé Trust Pilot. Et QuiSafe, et QuiSafe aussi, qui est une SPV pour mettre les fonds. D'accord. Qui a fait une rupture abusive. Enfin, ils m'ont bloqué comme si c'était interdit pour moi de faire un business club et eux, ils ont le droit. Ça marche pas avec moi. Le soleil brille pour tout le monde. Tu vois, et pourquoi je dis il faut pas se mêler, tu vois, c'est comme Magali Berda, Booba. Moi, Magali Berda, je la connais pas. Booba, je kiffe. Moi, Booba, il y a des trucs que je sais sur Booba, je l'ai sauvé même de trucs, il le sait même pas. Non, mais faut nous... Là, t'en as trop dit. Faut nous dire un petit peu quand même. Faut nous donner un peu de biscuit quand même. Moi, Booba, j'ai toujours kiffé. Il est venu faire à l'époque à Tours un showcase dans une boîte qui s'appelait le Sloopies à Saint-Marc-la-Pile. Je te jure, c'est vrai. Ça reste pour moi, parce que c'est un mec que j'aime bien son son. Après, ce qu'il dit et tout, je m'en fous. C'est le GOAT. Et il aurait pu avoir des problèmes. Et je t'assure que je l'ai sauvé, mais il le sait même pas. Parce que j'aimais bien. Tu vois, j'aimais bien sa musique, Mon Son. Tu te rappelles sa musique, là, Mon Son? Grave. Et j'écoutais ça parce que la musique, ça, dans le business, ça t'aide. Ouais, ça stimule. À avoir la dalle. Ouais, grave. Et lui, il a des paroles vraiment motivantes. Ça, voilà, tu vois, Comme une étoile, etc. Des musiques qui m'ont fait grandir. Ouais, de fou. Je kiffe. Et après, je dis juste, faut pas s'occuper de Berda. Si Berda, elle est dans l'escroquerie ou dans ces conneries-là, on ne sait pas, avec les influenceurs, c'est à la justice de faire son taf. T'inquiète pas, dans la justice, ils sont assez nombreux. Ah, mais Berda aussi, elle était en roue libre aussi. Elle vendait des... Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis équilibré. Mais je me dis aussi, je pense aux consommateurs. Je me dis, la petite fille qui kiffe une influenceuse et qui va acheter un eyeliner qui vaut, je sais pas, 1 euro, qu'il achète 15 euros, ça me fait mal un peu au cœur quand même. Ouais, mais pourquoi c'est une balance qu'il a rétablie. Pourquoi aussi. Ça nous fait pas mal alors quelqu'un qui achète un sac à 2000 qui coûte 50 euros à être fait? Ah ouais, c'est vrai. Tu m'as bien eu. C'est vrai. Pourquoi? En fait, tu sais, t'as des... En fait, il n'y a pas une loi qui interdit la marge dans une affaire. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas une loi qui interdit la marge. C'est vrai. Moi, à l'époque, je vendais de la viande kebab. Je l'achetais 2,50 €, je la vendais 5 €. Il n'y a pas une loi qui interdit. Donc, si tu veux, on a le droit de vendre, de faire, c'est du business. Et peut-être que la petite fille qui a 15 ans, qui achète le truc 15 balles, bah peut-être qu'elle se retrouve là-dedans. Ça lui fait plaisir. On ne sait pas, tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'une référence. Là, tu as vu, j'étais au Festival de Cannes, les TikTokers, ils sont limite plus adulés que des acteurs internationaux. C'est incroyable. Donc le monde a changé. C'est vrai. Tu vois, le monde, il a changé. Moi, il y a des gens, ils venaient se prendre en photo avec moi, je t'assure. Quelqu'un, limite, il pleurait. Mais je dis, frérot, je suis personne, moi. Moi, je suis un entrepreneur, je suis personne. Pourquoi va te prendre en photo avec Denzel Washington? Moi, je suis qui? Et il me dit, non, Hakim. Il me dit, tu m'as donné de la force, j'ai créé ma boîte grâce à toi. Il me dit, sinon, je serais resté où j'étais. Tu as donné de la valeur aux gens, tu as donné beaucoup aussi de bons conseils. Il faut dire aussi ce qui est, malgré toutes les controverses, moi, franchement, je vais pas mentir, quand je regardais tes vidéos, tu me boostais de fou. Ah, tu me boostais de fou. Et donc, si tu veux, tu vois, le monde, il a changé. Et je trouve pas que c'est interdit. Sinon, l'État l'aurait bloqué, une Magali Berda. Et aujourd'hui, ça peut aller loin parce qu'il lui a flingué une entreprise.
qui faisait un chiffre d'affaires peut-être de 40 millions. Tu t'en rends compte. Affilié à Banijé, des grosses entités. Et ça peut aller loin pour refaire. Pour dire aux gens, c'est des influx voleurs. Bah, tu as peut-être la gamine qui se retrouve sur une Nabila, et Nabila, c'est tout pour elle, et ça lui donne de la force pour vivre, et peut-être qu'acheter un article qui a été promu par Nabila à 10 balles alors qu'il coûte 3 balles, bah voilà. Après, Booba, c'est pas que aussi l'aspect économique, c'est l'aspect aussi, peut-être aussi, ces influenceurs-là, ils n'ont pas de, comment je pourrais dire ça, ils n'ont pas de... Talent. Voilà. Ils n'ont pas de talent, ils sont là. Il y a aussi ça qui fait que ça l'a poussé. Il se dit, regarde ces gens sans talent qui sont au bord de la piscine, qui crient, qui font des dramas, ils vendent des... Et en plus, ils escroquent les gens. Alors, je vais te dire, avant, je pensais comme ça aussi. Je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas de talent. Après, à un moment, je me suis dit, devenir une star sans talent, c'est avoir un talent de ouf, en vrai. T'es fort. Non, mais attends. Non, t'es fort, Hakim, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. T'as des gens qui n'ont aucun talent et ça devient limite des célébrités. C'est vrai. Alors qu'il y a des gens, ils ont du talent, et voilà. ils sont enfermés dans leur chambre, ils font rien. Exactement. Non, c'est incroyable. Et après, la deuxième vision que je me dis, un acteur qui est connu, bon, à part les vrais, qui ont du vrai talent, je sais pas, on va parler d'Al Pacino, Denzel Washington, De Niro, les anciens. De toute façon, le talent appartient aux anciens, que ça soit dans la musique ou dans ce que tu veux. Demain, il n'y a plus une Céline Dion, il n'y a plus Whitney Houston et tout, ils sont irremplaçables. Les stars, c'était avant. Maintenant, avec des célébrités. C'est des vedettes maintenant, Voilà. des célébrités. Il n'y a plus de stars. Il n'y a plus de stars. Mais tu vois, des acteurs français, il y en a qui n'ont aucun talent. C'est juste parce que les médias les ont mis là, ils ont créé un buzz autour d'eux. C'est vrai, t'as pas tort, c'est vrai. En vrai, quel est le talent véridique d'un acteur? Même à la télé, il y a plein de gens, je les vois, ils sont médiocres. Mais ils sont tous les jours en prime time en train de donner leur avis sur des faits de société alors qu'ils sont médiocres. Si je t'avais mis toi dans Titanic à la place de DiCaprio et je te mets toute cette belle histoire autour, elle tombe amoureuse de toi, tout truc, et je te médiatise à fond, bah, tu serais peut-être le DiCaprio d'aujourd'hui. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Surtout quand tu vois les acteurs, quand ils font une scène. À un moment, il y a 10 ans, j'avais vu, ils faisaient un tournage à Cannes. Pour dire une phrase, la fille, elle a répété 30 fois. Tu te dis, tout le monde peut devenir acteur, en fait. C'est vrai, en plus. Avec les coupes, les trucs, les montages. D'ailleurs, tu vois pas que la plupart, c'est de père en fils et de mère en fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une transmission de talent. Tu vas voir, je sais pas, tu vas voir Angelina Jolie, c'est une actrice. Demain, t'attends un peu, tu vas voir sa fille, c'est une actrice. Il y a une transmission de talent. C'est pas vrai, ça n'existe pas, la transmission de talent. C'est la transmission de réseautage. Donc de personnes qui vont t'aider à devenir ce que tu veux être. La transmission de talent n'existe pas. Dans tout. C'est vrai. Regarde dans le business. Est-ce que les enfants à Bernard Tapie sont Bernard Tapie? Non, rien du tout. Pas rien du tout, mais ils n'ont pas le talent de leur père. Avec tout le respect que j'ai pour eux, franchement, ils n'ont pas le talent de leur papa. Je les respecte grave, mais t'en as un qui vend des accompagnements sur les réseaux et l'autre qui est animateur chez Hanouna. C'est vrai. C'est comme les Castaldi. Voilà. C'est vrai. Yves Montand, Simone Signoret, et tu te retrouves avec des petits-fils, avec tout le respect que j'ai pour eux et pour tout le monde, hein. Mais ils se retrouvent avec des petits-fils qui sont présentateurs télé du Loft, et ça dégringole avec influenceurs. Voilà. C'est vrai, ça par contre, t'as raison, le talent n'est pas inné. Donc pour moi, tu vois, le talent n'est pas inné, c'est plus un transfert de réseautage dans un monde qui leur appartient qu'autre chose. Donc je suis content aujourd'hui, quand je vois des Nabila et autres, moi je suis content. Je suis content parce que... Non, mais la vérité, parce que pourquoi elle aurait moins de légitimité que la fille d'eux? C'est vrai, Kina. Comme une Paris Hilton, disons, par exemple, en donnant un exemple. C'est vrai. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là, tu m'as fait voir une autre perspective. Et c'est vrai qu'en parlant de talent, c'est vrai qu'il n'y a pas que le talent. Parce qu'il y a des gens qui sont sans talent. On les voit tous les jours performer, on dit rien. Voilà, exactement. C'est vrai. T'as pas tort, c'est vrai. Là-dessus, c'est une réalité. Alors, t'as des gens talentueux qui réussissent, mais t'as des gens sans talent. Moi, voilà. Et Booba, peut-être que c'est de l'ancienne génération où il dit qu'il n'y a que des gens de talent qui doivent réussir, mais le monde a changé. Tu vois, et comme moi, j'adore Booba, c'est un de mes rappeurs préférés, mais comme je kiffais Johnny. Moi, par exemple, tu mets n'importe quel rappeur et tu mets Johnny, je te dis Johnny, c'était une star. C'est une fois, j'étais à un concert de Booba à Montpellier. Le même soir, il y avait Johnny Hallyday. Ça fait des années. Et je suis au Booba ou d'autres rappeurs. Hein. Je regarde et tout, en plein milieu du truc, je pars, je vais voir le concert de Johnny. Mais là, t'as les frissons.
Ouais, j'ai capté. Tu le veuilles ou pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le L'énergie, quoi. Le mec, c'était des flaques d'eau qui Grave, coulaient. grave, Tu il avait vois, une énergie incroyable. Non, c'est vrai, c'est tu vois que le mec, il jouait sa vie. C'était un monstre. Il jouait c'était sa un vie monstre, dans le c'était un concert. monstre, C'était un monstre, ouais, c'est vrai, faut dire. Et tu vois, je disais à mon ami, tu vois, là, la place, même elle est à 150 €, on en a eu pour notre prix, pour notre argent. On voit ce que tu veux dire. C'est vrai que les rappeurs, ils sont plus statiques. Ils te donnent moins d'émotion qu'un Johnny qui... C'était Voilà, et c'est vrai que c'était incroyable. C'est vrai. Après, voilà. Moi, je respecte tout le monde. Ils font tous leur taf. Ils ont tous du talent, que ce soit Booba, que ce soit Gims, etc. J'ai juste dit, laissez le karma faire les choses. Laissez la justice faire les choses. On ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Tu sais. Mais il y a les lanceurs d'alerte aussi. Hakim, peut-être Booba aussi, c'est un lanceur d'alerte aussi dans son truc. Il a de la médiatisation. Il s'en est servi. Et il a lancé une alerte contre les influx voleurs et toute la manigance bon, je vais pas aller trop loin parce que la diffamation, ça peut aller vite. Mais tout le microcosme que Magali Berdal avait mis en place pour faire acheter des produits aux gens, chinois ou de Chine ou de toute façon, des plateformes Alibaba. Quelle que soit la chose qui se passe dans la vie, on a toujours plusieurs perspectives différentes qui emmènent au même endroit. Mais on peut avoir plusieurs avis et chaque avis est vrai ou faux. Mais aujourd'hui, par exemple, les mecs qui font du dropshipping, c'est des mecs qui achètent aux Chinois à 1 € qui revendent 10 €. C'est pareil. C'est vrai, t'as pas tort. C'est pareil. Sauf que Magali Berda, elle l'a fait avec l'aspect influenceur, c'est l'aspect un peu réseaux sociaux, médiatiques. Moi, je trouve, il y a un côté de moi qui va dire oui, ce qu'elle a fait, c'est des marges trop importantes, c'est pas bien. Ouais. Et il y a un autre côté qui va dire, en fait, c'est une génie. C'est même pas... C'est une génie parce qu'elle a créé un métier. Mais c'est vrai, hein. Parce qu'à la base, quand même, c'est vrai que... Moi-même, c'est vrai, t'es fort. C'est une génie, elle a créé un métier. C'est un coup de génie. C'est un coup de génie, il faut dire ce qui est. Et tu sais, je réfléchissais en arrivant tout à l'heure, j'étais en scooter, je me disais, il manque même aujourd'hui un truc comme elle a fait Magali Berda, d'influenceurs, mais avec des vrais influenceurs métiers. Où tu mets les influenceurs, je sais pas, jardiniers, influenceurs plombiers, des vrais pros de leur métier, qui vont venir faire de la pub et mettre en avant certaines choses. Ça pourrait marcher avec des vrais acteurs métiers. Ouais, c'est pas con. Donc il y a plein de choses à faire. Mais moi, je trouve que c'est une génie, c'est une précurseur dans son domaine. Les gens ils peuvent en penser ce qu'ils veulent. Mon avis, c'est celui-ci. C'est vrai. Toi, Hakim, c'est vrai que t'as une grande éloquence, tu t'exprimes bien, t'as du charisme. On t'a déjà proposé de faire de la politique un petit peu ? Alors, jamais je ferais ça. Je dis souvent, dans les affaires, on peut être très fort, mais les politiques sont encore plus forts que les hommes d'affaires. Tu vois, Tapi, ce que ça a donné. J'allais te donner cet exemple-là. Je ne vais pas te mentir, j'ai rarement voté. Pour moi, la politique, ça ne change rien, surtout en France, parce qu'avec l'Assemblée, il y a trop de lois. Enfin, c'est trop complexe. C'est quelque chose, pour moi, c'est tous des menteurs. Mais si demain, quelqu'un te propose vraiment... Non, jamais. Moi, déjà, ça ne paye pas assez. C'est vrai. Deuxièmement, tu vois, tout le monde critique Macron, mais bon, je veux dire, que ça soit Macron, Chirac, Sarkozy, Bardella, ça change quoi à nos vies, en réalité ? En réalité, moi, en tout cas, à mon niveau, pas grand-chose. Pas grand-chose. Je suis pas dans tout ça. Et je crois plus à ce que disait Coluche. Si voter changeait quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit au complotisme, mais quand même, je pense que ça, tout est décidé d'avance. Bien sûr. Des milliardaires qui ont des chaînes, s'ils parient sur un poulain, c'est pas pour rien. Exactement. Voilà, ils misent tout sur, disons, Macron. Macron, ils ont tout misé sur lui. Paris Match, ils lui ont fait des couvertures incroyables. BFM, ils faisaient le forcing. Ils ont même assassiné Fillon. Fillon l'a assassiné devant nous en direct, tu vois. C'est vrai que c'est... Et Tapi, en revenant à Tapi, qui était... Il avait le Fosséa, il avait Adidas, il avait le Crédit Lyonnais dans sa poche. Le gars, il était en pétard. Et il a écouté Mitterrand qui lui a dit « Viens, nanani. Exactement. Fais rempart. » Et tu sais qu'avec lui, avec le Crédit Lyonnais, Tapi avait raison. Attention, le Crédit Lyonnais n'avait pas le droit de revendre à l'insu de Tapi. C'est interdit, ce qu'ils ont fait. Attention, faire une marge dessus avec Louis Dreyfus. C'est interdit. Tapi, il a été clean dans ces trucs. Alors, t'as des personnes qui pigent rien, ils vont dire ouais, il a licencié du monde, mais Bernard Arnault aussi a licencié du monde. Le fait. C'est comme ça qu'on structure une boîte. Ils le font. Bien sûr. Moi, j'aimais beaucoup ce monsieur parce qu'il parlait à tout le monde. Même moi. Et Macron, Macron, tu vois, je pense que c'est un président qui est pas compris, qui
est pas raciste, qui est bien, sauf que les gens, ils comprennent rien. Imagine, tu es président. D'un côté, tu dois apporter des aides sociales et d'un autre côté, tu dois réduire les impôts. Donc, si tu réduis les aides sociales, là, ils vont t'en vouloir. Si tu augmentes tes impôts, là, ils vont t'en vouloir. Tu veux qu'il fasse quoi, le mec ? Il y a trop d'acquis sociaux. Après, Macron aussi, voilà, il a des accointances avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais ils en ont tous. Oui, c'est vrai, mais il est obligé de... C'est eux qui l'ont mis un peu... sans être complotiste, mais c'est la réalité. Et même un Français lambda qui connaît rien à la politique, il sait très bien que c'est une caste de milliardaires qui l'a propulsé. Le gars, il sort de nulle part. Il a jamais été géré une mairie. Il a jamais rien géré. Il sait même pas c'est quoi un Français de base. Mais moi, je pense que les castes de milliardaires, comme tu dis, enfin, ceux qui tiennent un pays, c'est eux qui gèrent tout et pas que les hommes politiques. Allons plus loin. Moi, j'estime, par exemple, qu'aux États-Unis, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg sont choisis par des personnes qui pilotent ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que si demain, tu arrives de nulle part, tu ne deviendras pas tout seul un mec qui pèse 200 milliards. Ça n'existe pas. À un moment donné, on va te mettre en prison. Ça n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui gèrent tout ça. Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Hakim, t'as vu, à un moment, t'étais un arabe, un modèle. Nabab, on t'a mis sur M6, on t'a fait des reportages incroyables, patron incognito. T'étais un peu l'arabe qu'on voulait faire monter en exemple, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du jour au lendemain, t'es passé de l'autre côté. Non, sérieux, t'es passé de l'autre côté où t'es l'homme à abattre. T'as pas voulu acheter Quick. Les gens, t'es devenu maintenant l'arabe à battre, tu vois, en quelque sorte. Et sans se victimiser, parce que nous, on n'est pas là pour se victimiser. Et à Pump, on n'est pas du tout là pour... Moi, je suis pas quelqu'un dans le misérabilisme ou qui dit, ouais, moi, je suis noir, je peux pas faire ça et tout ça. Mais quand même... J'observe une bascule incroyable quand même que... Alors je vais te répondre. Tiens, on parlait de Spicy. Ouais. Voilà. Voici. Ok. Transaction. Voilà. Et là, Ah, ça bégaye pas, hein. Et là, tu as donc SpicyX acquisition, tu vois. Donc là, il faut laisser les gens parler. Moi, tu sais, ça, je les montre. Demain, ils vont dire Hakim, c'est un mytho. C'est pour ça que je te dis, je voulais qu'ils aillent au judiciaire. Bonjour, monsieur le juge. Voici les documents. Comment on fait maintenant? Par contre, ces gens-là qui ont parlé sur moi, il faut qu'ils payent. Parce que ça a atteint ma réputation et ça m'a amené une perte de chance sur des deals sur lesquels j'étais en cours. Pour revenir sur ça bascule. Alors, c'est pas que ça bascule. Je vais te dire un truc. Tu as vu les haters, c'est les mecs qui parlent comme ça. Dans la vraie vie, j'en ai jamais vu. Moi, tu as vu, quand je marche à Paris, à Genève, Luxembourg ou Cannes, c'est des mecs, que ce soit des jeunes ou des mecs plus âgés, des vrais entrepreneurs qui viennent me saluer, qui viennent se prendre en photo avec moi, et ça me fait toujours plaisir. Et ces mecs qui font du business. Les mecs sur TikTok, je les ai jamais vus dans la vraie vie. Donc d'une part, c'est ça. Deuxièmement, moi, je parle à un public averti, à des vrais entrepreneurs ou à des mecs qui veulent prendre de la valeur de ce que je dis. Je peux pas... on va dire, interdire à des personnes qui ont rien dans le crâne de mettre des commentaires. Ces gens-là, tu les as sur TikTok, ils sont là, ils font leur truc, tu vois. Mais ces gens-là, à la base, j'aurais aimé qu'ils m'écoutent pas parce que c'est pas à eux que je parle. Et les réseaux sociaux, ça a permis à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Ça, c'est vrai. Maintenant, après, ils vont payer. Et quand ils payent, il ne faut pas pleurer. Tu prends le cas Berda, qui n'est pas du tout le même cas de figure que moi. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne suis pas rentré dans ces détails, est-ce qu'il y a eu escroquerie ou pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais escroqué personne, je suis clean. Donc, les gens qui parlent, qui ont fait des vidéos sur moi, il y a un préjudice financier et il y a un préjudice d'image. Il faudra que quelqu'un paye à un moment. Ces gens-là, il va falloir qu'ils payent. Donc, ce n'est pas juste on leur supprime leur chaîne, comme je disais à l'avocat. Non, il faut qu'ils payent. Donc, celui qui est propriétaire d'une maison, on va peut-être lui prendre, parce qu'il y a un préjudice. Celui qui est locataire, on va peut-être ponctionner son salaire, mais il faut payer. Parce que, tu sais, les gens, faut les punir de parler bêtement, parce que, je veux dire, quand tu te fais flasher en voiture, il faut toucher au porte-monnaie. L'État, il touche ton porte-monnaie pour t'apprendre à rouler moins vite. Et là, c'est pareil. Et après, ce qui m'embête, c'est pas ces gens-là, c'est toutes les personnes qui abrutissent dans leur système. Ils rendent des gens, parce que le mensonge se répète. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, demain, la justice, je suis content. T'as vendu ça, ok. T'as les docs, tiens. T'as acheté ça, tiens. D'ailleurs, t'es là, t'es bien, t'es en liberté, il n'y a personne qui te fait chier. Parfois, quand j'écoute toutes ces controverses, je me dis, mais attends, le gars, avec tout ce qu'ils disent là, non, mais il est en tôle depuis longtemps. Tu vois, dernièrement, j'ai vu que tu as été acquitté pour une histoire de salarié sans papier.
Voilà, encore une histoire qu'on a... Une histoire qui date de 2015, je crois, parce que tu sais, ils te convoquent des fois 10 ans après. Et donc, j'avais un salarié dont la carte de séjour s'est périmée dans un des restos où moi, j'allais jamais. En fait, quand j'ai vendu mon groupe, il me restait quelques restos. Je faisais exploiter une autre marque, Tacos King. Et il s'engueule avec le superviseur régional. Sauf que moi, j'étais président de ma société, puisque je me mets président, parce que moi je développe mes groupes avec du financement. Donc, en fait, les banques me font confiance et je finance. Et si tu veux, la carte de séjour s'est périmée, donc il a fait une sieste en haut, il appelle la police, ils viennent le prendre en photo. Tu sais comment c'est, la police, ils aiment bien les mots, les journalistes, les mots. Limite, ils m'ont mis trafic de migrants international. Ouais, de fou. Moi, quand j'ai vu, je crois que c'était une histoire de fou. Alors, 2 ans mis sur écoute. J'ai mis sur écoute, tu vois. Okay. 18 auditions. Tu vois. 18 auditions. Ouais, 18 auditions, ils ont auditionné tout le monde. Moi, j'arrive, je suis auditionné, je dis, écoutez, voilà mes trucs, mes documents. Moi, dans cette ville, j'ai une boutique, mais je suis jamais venu. Il y a des superviseurs, ils ont des contrats de responsabilité. Et je dis, mais où va l'argent des Français, en fait? Vous faites 2 ans d'enquête pour ça? Pour un mec dont la carte de séjour est périmée, alors que le pauvre, au moins, il voulait bosser. Parce que c'est rare, en France, des gens qui veulent bosser. Et là, tu vois, j'arrive devant le juge. Mais c'était un sketch. J'arrive devant le juge. C'est là que tu vois que le pays, il a un problème avec les entrepreneurs. Avant moi, t'as vu, je passe au tribunal, je te jure, je te mens pas. Avant moi, il y avait un mec, il vendait du shit en prison. Il vendait du shit en prison. Il passe devant le juge, il crie sur le juge, il dit, ouais, réfé, je veux rentrer au placard, vas-y, fais ton truc vite. Mais il a insulté le juge. Hein. Le juge, il était tout calme. Le mec, il lui rajoute donc 6 mois ferme. Et après, moi, j'arrive, le juge, il crie. Tiens, mais vraiment, il criait, ouais. Excité pour toi. Excité. J'ai écouté, monsieur le juge. Je dis là, avant, on parlait de quelqu'un, trafic de drogue, qui crée aucune richesse, aucun emploi. T'étais calme. Vous étiez tout calme. Là, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui a créé plus de 3000 emplois dans le pays. Comment ça t'excite? Vous êtes en train de vous exciter. Il y a un problème dans le pays. Donc là, c'est médiatique, toi, c'est ça. Voilà. Il veut aussi montrer que... Il s'est calmé, j'ai expliqué. Et donc, moi, je voulais y aller sans avocat au début. Parce que je sais défendre mes intérêts tout seul. Après, ma juriste, elle me dit non, mais prends quand même un avocat, on ne sait jamais les villes de province. Et après, donc, il n'y a rien eu. J'ai été relaxé. Mais là, le journaliste, il ne met pas la relaxe. J'ai forcé le journaliste à mettre la relaxe. Okay. Je dis, attends, c'est bien, tu mets... Il y a eu une plainte contre Hakim. OK, tout le monde peut plainter contre tout le monde. Mais quand il y a la relaxe, un petit article au moins. Tu vois? De fou. Et il l'a mis, voilà, un petit truc. Mais franchement, cette histoire-là, ça a fait un tapage partout. Et j'ai vu dans un petit truc, Hakim a été acquitté, carrément relaxé. J'ai dit, regarde les gens. J'ai jamais eu de problème avec la justice. J'ai un casier judiciaire vierge. J'ai jamais eu de problème. Pourtant, on a essayé de m'en causer des problèmes. Je te dis, j'ai tout vécu. Moi, je te jure. Écoute, sur la tête de mes parents, je suis pas un mec qui ment. Tu sais, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Quand j'étais à Tours, la police venait fouiller mes magasins. D'accord? Ils venaient fouiller pour voir où était cachée la drogue. Alors que, tu as vu, moi, j'ai toujours été sportif, je fume pas, j'ai jamais fumé, rien. Tu vois? Et si tu veux, quand tu vois ça, c'est malheureux. Grave. Après, c'est comme une fois, j'arrive à Tours, j'arrive avec une belle voiture, c'est une Bentley, je crois. Je te jure, je te mens pas. J'arrive, j'avais tout vendu déjà. Hein, et j'étais avec ma femme et tout. Et je descends, je vais voir un cousin. La police vient contrôler. Il dit quoi? Ma femme dit, c'est Hakim Ben Othman. Elle dit, oui, pourquoi? Il dit, non, mais on veut le contrôler juste parce que c'est lui. Tu sais ce qu'elle dit? Elle dit, écoute, Tours, t'arrives, tu descends de l'autoroute, comme ça, t'as un boulevard qui s'appelle le boulevard Toulouse. Elle dit, mais écoute, on a fait juste le boulevard, on repart, on reprend l'autoroute. Tu vois? Mais tu veux faire quoi? C'est des oufs. Ouais, grave. C'est des oufs. Et après, même les juges français, je vais pas te mentir, je leur en veux pas. T'as vu, quand je suis passé à Nancy, t'avais des mecs avant moi. Je vais pas mentir, je dis la vérité, c'était des mecs de notre communauté. C'est des blacks et des robeux. Parlons vrai. Je parle vrai ici. Et le mec, il me dit, ouais, moi j'avais une boîte, j'ai douillé 600 000 euros. Non, c'était pas Nancy, mais c'était quand j'ai eu l'interdiction de gérer. Okay. L'autre, il me dit, j'avais une boîte, j'ai pris 200 000 dans les comptes. Donc, mets-toi à la place d'un juge. Un juge, il voit 4 rebeux ou 4 noirs qui sont passés parce qu'ils ont pillé l'entreprise. Si toi, tu passes derrière, même si t'as rien pris... T'es mort. T'es mort. On va pas se mentir. T'es catalogué. Donc, je peux pas en vouloir aux juges parce qu'on généralise tous dans la vie. On est comme ça. Demain, t'es juge, il y a 4 Renois qui passent pour trafic de stupes. T'es le 5e, elle va te mettre trafic de stupes. Elle va dire pourquoi lui, il est innocent. C'est vrai. Tu vois? Donc, on peut pas leur en vouloir. Mais j'ai jamais eu de problème avec la justice, moi. Donc, casier judiciaire vierge. J'ai jamais eu de problème. Et je sais que j'en aurai jamais. Ils peuvent tenter comme ils veulent parce que je suis transparent.
Et là, tu as des procès en perspective, on va t'attaquer, on t'a attaqué. Moi, j'ai attaqué, donc, comme je t'ai dit, presque 80 personnes. Donc, c'est les avocats qui s'occupent, ça coûte de l'argent. Mais 80 personnes. Ouais, 80 personnes, ouais. C'est une squad d'avocats ou Il y a une dizaine d'avocats, je crois, ou une quinzaine. C'est même pas moi qui m'occupe de ça en direct. J'ai des juristes, c'est un groupe, donc j'ai des juristes qui sont en relation avec les avocats, qui font le taf, quoi. Ok, d'accord. pas Et moi. tu veux tous leur faire payer Ouais, parce que t'as pas le droit d'atteindre la réputation de quelqu'un comme ça. Tu vois, moi, quand je vois, je vais dire un truc, que ça soit un arabe issu d'immigration, que ça soit un black, ou même que ça soit un blanc qui part de rien, qui réussit, moi, je suis fier pour tout le monde. Grave, Moi, je suis important. fier. T'as vu, c'est Dieu La qui donne. réussite. J'ai pas besoin de parler sur les gens pour me mettre en lumière. Et j'aime pas ces gens qui passent leur vie à critiquer pour être dans la lumière. Fais ta vie, fais ton boulot, arrête de regarder les autres. Fais ta vie. On réussit en faisant son taf dans son coin, pas en regardant ce que lui ou lui fait. Tu vois. Et t'es dans un monde des réseaux sociaux. Tu vois, moi, je viens du business physique. Les réseaux sociaux, c'est atroce. T'es dans le monde de la manipulation. T'as quelques mecs qui sont là-dedans, dont je dirais pas les noms, qui gagnent pas mal d'argent avec les réseaux, qui veulent que personne vienne les déranger. Ils sont là, ils racontent que des conneries sur les réseaux, ils veulent que personne. Moi, je suis arrivé sans faire exprès sur les réseaux. On m'a invité. Par contre, maintenant que j'ai vu que je l'ai dérangé, eh ben, je vais rester. Et je vais ramener autour de moi des vrais businessmen qui ont fait des vraies affaires et on va rester, on va se poser sur les réseaux. Ok. Et on va envoyer de la valeur. Et le club, en ce moment, ça se passe comment sur le Très club? bien, très bien. Ça se passe bien? Très bien. Plus de plaintes, de gens qui se plaignent ou quoi? Non, franchement, très très bien. Après, ce qui est surprenant sur le club, alors, sur les 20-30 qui ont porté plainte à la base, t'en avais 10 qui venaient de chez le concurrent, donc ce qu'on appelle des membres infiltrés. On a toutes les preuves. Et les 10 autres, t'as vu, c'est ceux qui ont payé des adhésions à 2000 €. Et ces gens-là, dans le club, c'est pour ça que je me suis fâché avec Wissem et tout, ces gens-là, je leur avais dit de les rembourser. Je leur ai dit, c'est des rêveurs. En fait, tu as vu, il y a ce qu'on appelle des closers, c'est tout un écosystème. Tu sais, quand tu fais des challenges, quand tu rentres des gens dans le club, tu as des closers, tu as le mec qui gère les challenges qui s'appelle Jean Hollander, tu as Wissem au marketing avec Ryan. C'est tout un monde que je connaissais pas. Et moi, je leur dis, attention, il y a un mec qui est pas content ou qui est un rêveur, vous le remboursez tout de suite. Ils m'ont pas écouté. D'accord? C'est pour ça que j'ai porté plainte contre eux. D'accord. Tu vois, c'est pour ça la réalité, elle est beaucoup plus complexe que je les en pense. Par contre, dans le club, on a l'offre à 25 000 €. Eux, tu vois, à 25 000, il y a une offre à 25 000. Eux, c'est des vrais entrepreneurs. Là, on est passé dans l'année 2, 98% de taux de renouvellement. C'est qu'ils sont contents. Il y a combien de personnes dans le club? Là, on va être à peu près 1700. 1700? Ouais, avec les nouvelles intégrations. On intègre 1000 nouveaux membres. C'est-à-dire là, tu brasses... Il y a du pognon, non? Il y a des sous, là. C'est un club qui fait... Il a une trajectoire de 12-13 millions de chiffre d'affaires par an. 12-13 millions de chiffre d'affaires par an. Qui a été, attention, fortement impacté par le bad buzz de la concurrence. Ouais, j'imagine. Attention. On a eu, la première année, dans le club, on a eu, j'ai l'outil, Airtable, on a tout, 70 000 demandes, la première année. C'est énorme. Deuxième année, on n'en a eu que 4 200. Donc, on a été fortement impacté. Et tu as vu, on ne peut pas prendre tout le monde, on trie. On a fortement été impacté, mais c'est normal. Comme je dis à mes collaborateurs, je dis, mets-toi à la place du monsieur lambda. Alors, c'est bien parce que ça fait un tri. On n'a que des gens qui sont intellectuellement... Parce qu'en fait, ils font une recherche personnelle pour se dire, tout ce qui est sur les réseaux, tout ça, c'est des conneries. Il faut quand même faire une recherche parce que 90% des gens, ils ont plus tendance à suivre ce qu'ils voient que dire, attends, c'est des conneries, je vais quand même rentrer dans le club. Ils suivent la masse. Ils suivent la masse, les gens. Tu vois. Bon, moi, je regarde jamais les infos, je regarde jamais tout ça parce que je sais que c'est des pipeaux. Mais tu prends 90% des gens, ils suivent la masse. C'est vrai. Ils regardent BFM, tout ça, ils se font aspirer le cerveau. Ils se font aspirer le cerveau, alors que c'est une perte de temps. C'est vrai, clairement. C'est vrai que, laisse tomber. T'es arrivé sur les réseaux, mais pourquoi t'as décidé de... Toi, t'es un gars, on va dire, traditionnel, tu vois. T'es un gars vraiment du business physique. Qu'est-ce qui t'a atterri dans le business digital? Moi, je te cache pas, en fait, dans ma tête, c'était simple. Soit j'arrive à monter le plus grand groupe de restauration, à la base halal en France, avec les difficultés que ça compose. Parce que de toute façon, le halal en France n'est pas tenu par des musulmans, par exemple. On ne va pas se mentir. Donc, si tu veux, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il y avait vraiment ce plafond de verre. Et je me suis dit, si je loupe quick, courte paille, je fais un virage, je fais autre chose. L'IA et le digital, ça fait déjà depuis 2014 que je travaille dessus.
Ok. D'accord, j'ai créé un hub au Maroc, à Casablanca, et très longtemps, j'ai mis mes codeurs, j'ai créé plusieurs outils que je vends, alors des outils qui prennent de la valeur. Et le but, c'est de lancer une ou deux licornes. Donc là, je suis focus dessus jusqu'en Et quand tu 2030. dis licorne, c'est quoi? C'est une boîte qui vaut 1 milliard. Hein? Ouais, c'est une boîte qui Tu vaut m'as 1 dit tu veux lancer combien de licornes? On va en lancer une ou deux sur l'ensemble. Ah ouais. Pourquoi? T'as vu, quand j'ai failli reprendre Quick, les associés qui étaient avec moi, il y avait un mec qui était très intelligent, très très fort. C'était un des financiers de la famille royale du Qatar. Et il me dit, Hakim, la restauration, l'euro gagné, il est trop difficile. C'est le plus difficile. Alors il me dit, je comprends que toi, tu fait le tour, tu as eu des franchises très jeunes et tout, donc tu te dis, je prends Quick, je vais chercher le milliard ou je change de métier. Il me dit, à mon avis, tu vas aller sur d'autres métiers, tu vas te régaler. Et il avait raison. Aujourd'hui, le digital, pour les jeunes qui nous écoutent, alors il y a un peu d'argent dans la restauration, mais il y a tellement mieux à faire. Surtout, tu vois, c'est devenu trop stigmatisé, un Rebeu ou un Renoir dans la restauration. Halal, fou, ouais. c'est devenu trop. Par contre, tu arrives dans l'informatique, tu peux tout casser. C'est vrai, t'as pas tort. Tu vois, tu C'est peux vrai, tout- t'as pas tort. et c'est discret. Pourquoi? Le business physique, un restaurant, il est dans un endroit. Nous, on est déjà mal vus. Donc demain, ils vont venir. Ah, tiens, l'endroit, il est là. Allez, contrôle d'hygiène, fiscal, on va l'allumer. Par contre, je suis dans le digital. Je suis comme les Américains. Ma boîte, elle peut être aux Pays-Bas. Et du Pays-Bas, je vends des abonnements dans le monde entier. C'est fini. C'est vrai, clairement. Je suis moins vulnérable. Je prends beaucoup plus d'argent en récurrence. Tout est beaucoup plus facile. Clairement, c'est vrai. Et là, actuellement, t'es sur quoi, là, actuellement? T'es sur quel business? Alors, moi, je fais beaucoup d'immobilier à l'international. Déjà, je fais beaucoup. Ouais, j'ai entendu 800 maisons Ouais. au Maroc. Alors, c'est Les gens aussi disent non, Ouais, ah, ouais. c'est du mytho. c'est normal. Regarde. Nanani, nanana. C'est normal. Est-ce que c'est réel? C'est quoi? Alors, C'est je de la pub que tu veux faire? Non, c'est pas de la pub. Je t'explique. Au Maroc, moi, j'ai commencé à investir très tôt là-bas sur des terrains. Des terrains agricoles. D'accord? Très, très tôt. Il y a des terrains de quoi faire 800 baraques. Sauf que pour les construire, etc., il faut être sur place. Donc, si tu veux, c'est pas que je me suis mal exprimé. C'est que les gens sur les réseaux, ils retournent la chose comme eux, ils veulent. C'est quoi, en fait, le truc des 800 maisons, Bah, des hectares et tout ça? Sur c'est 50 hectares, à peu près 51 hectares, si tu prends 500 mètres carrés de terrain par maison isolée, tu as de quoi faire 800 baraques. D'accord. 800 baraques. C'est un projet que tu t'es projeté dans ça, en fait. Voilà, je me suis Mais projeté. c'est pas un truc que tu vas faire, hein, vraiment, les 800 baraques. À voir, Ok. on est en train de voir. C'est un choix. C'est un choix. Aujourd'hui, les terrains prennent de la valeur. Est-ce que ça va continuer à en prendre? Je ne sais pas. Il y a, je crois, 11 500 maisons en construction actuellement à Marrakech, si je prends le cas de Marrakech. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas trop de maisons? Les 11 500, c'est ton groupe qui est Non, en train non, de- non, non, ça, c'est Ok. pas moi. C'est tous les promoteurs Ok, confondus. d'accord, ok. confondus. Ok. Et donc, si tu veux, est-ce que ça vaut le coup pour nous de construire ces maisons maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt revendre les terrains? On est en train de réfléchir. Mais ça, c'est une acquisition que tu as réussi à acquérir Il y a grâce au longtemps. club, en fait. Non, 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 ça c'était à moi, mais il y a longtemps. Ah, d'accord, ça n'a rien à voir avec non, le club. non, C'est ça- pas un investissement pour le club, en fait. Non, non. Le club, si tu veux, je leur ai proposé. En fait, avec le club, on a un projet là à Marbella qui a été validé, signé. Je leur avais proposé aussi un projet à Marrakech. On est en pourparlers, mais pas dans mes terrains à moi. Pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, c'est un autre projet. C'est un autre projet, 2-3 hectares, c'est tout. D'accord, ok. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais les gens l'ont pas compris. Moi, j'ai commencé à investir dans des terres partout, pas qu'au Maroc, hein, dans le monde entier. J'étais très jeune. J'avais peut-être 23 ans. D'accord. 23 ans, ça m'a toujours... tu vois, les gens aujourd'hui, je sais pas, t'as quel âge toi? Je suis dans la quarantaine. Ah ouais, on est pareil à peu près. Moi, les gens aujourd'hui, ils te parlent, j'ai des photos, ils te parlent de Thaïlande aussi. J'ai investi dans ces pays très tôt. Moi, j'étais un gros voyageur. Soit je bossais, soit j'allais. Et quand j'allais, j'avais de l'argent, j'investissais. Grave. Et à chaque fois, petit à petit, tu as réussi à acquérir des terres qui ont fait que tu as un certain portefeuille qui peut te permettre T'as tout compris. d'investir soit dans l'immobilier, Voilà, ou ouvrir un exactement. commerce, ou poser un hôtel dessus. Exactement. Ce que tu veux. Donc là, au Maroc, là, tu es en place. Alors, tu as combien d'hectares là-bas là Beaucoup, presque 50. 50 Ouais, hectares. t'as de quoi faire beaucoup. Ah Ouais, ouais. t'as de quoi faire beaucoup. Dans quelle région à peu près? Pas loin de Marrakech, moins du kilomètre 10. Après, ils sont séparés, ils sont pas tous au même endroit. C'est pas Non, un seul ouais, lot. c'est éclaté. C'est éclaté. C'est D'accord, éclaté, ok. tu vois. Ok. C'est un Et très je, bon et je suis associé avec des Marocains. Parce qu'au Maroc, en fait, si tu veux, le terrain agricole, il ne peut pas être détenu par un Français ou quelqu'un d'origine algérienne. Il faut être marocain, tunisien ou sénégalais. Ou sénégalais? Ouais, sénégalais. T'es sénégalais? Non, Non, mais ils ça ont- m'étonne ils- pourquoi ils- le Sénégal. Je sais pas, c'est des conventions qu'on fait Ouais, entre les qu'ils pays ont fait, comme ça. ouais. Ouais. Ok. Qui sont très avantageuses. Après, D'accord. est-ce que tu construis
ou est-ce que tu laisses valoriser et tu vends, c'est deux cas de figure différents. Si tu as acheté l'hectare 70, 100 000, ou même aujourd'hui ceux qui les achètent maintenant à 800 000, et qui ont les autorisations pour éclater l'hectare et faire 10 parcelles, je sais pas, de 1000 mètres carrés, si c'est bien placé, tu vas vendre la parcelle 300 000. Donc tu passes de 800 000 à 3 millions, sans t'embêter à construire parfois. Parfois, dans l'immobilier, tu n'es pas obligé de t'embêter à construire. Et là, tu vois, les gens, ils vont faire des rendements de 200%, sans construire. D'accord. Donc là, ça, c'est un de tes business. Ça, À c'est part un ça, des tu business. fais quoi? C'est quoi tes autres actifs que tu as en ce moment? Donc immobilier, ok, beaucoup d'immobilier. Derrière ça, je fais tous les SaaS que je développe. Je développe une dizaine de SaaS dans plein de thématiques différentes au sein de mon groupe. Il y en a qui sont déjà développés. Au-delà de ça, j'ai le Business Club. Au-delà de ça, j'ai le campus en ligne. Ça s'appelle CGB Campus. Et là, on D'accord. forme des gens à devenir franchiseurs. Tous les mecs ont des snacks, des brasseries, enfin, des restaurants qui veulent devenir franchiseurs. On a 260 apprenants, donc ils sont formés. Et tous les ans, on fait des nouveaux cursus. Ça dure 1 an, ils ont des professeurs, etc. Et tellement je fais les choses bien, je t'assure que j'ai perdu de l'argent dans le campus la première année. J'ai perdu de l'argent parce que j'ai mis vraiment... On a mis Antoine Barra, qui est un franchiseur, le patron d'Eat Salad. On a mis des gros avocats, une vraie structure. C'est un campus aussi, il y a des bureaux physiques ou Non, en ligne, tout en ligne. C'est tout Ouais, en ligne. tout Ça en veut dire ligne. les gens, ils adhèrent, Ouais. ils reçoivent leurs documents PDF Exactement. et ils suivent... Et et c'est ils ont un international. accompagnement, vraiment, ils ont des gens qui les accompagnent après. Tu as 3 ou 4 cours par semaine avec une CIO, c'est un vrai campus. Je t'assure, hein, ceux qui nous regardent, les gens de bonne foi, vous pouvez appeler tous les apprenants, on a 100% de taux de satisfaction. 100% Ouais, de je taux te de- jure que c'est vrai. Il y en a qui signent leur premier franchisé, tu vois. On essaye de faire les choses bien. Là, alors où on parle, là, t'as un jet privé quelque part dans le monde sur un tarmac qui t'attend. Genève. Pourtant, tu peux me croiser sur EasyJet, Transavia, Air France. Mais en fait, un jet, ça appartient à une entreprise. Il faut que les gens comprennent comment ça se passe. Quand Ouais. en fait, déjà, tous les pays ne sont pas la France. Il y a des pays... Alors, en France aussi, tu as des hommes d'affaires qui ont des jets. Il faut ta holding et derrière, tu crées une société, une pour les jets privés, une pour les bateaux, si tu aimes bien les bateaux, une pour les voitures, etc. Mais tu as des pays où, par exemple, sur les véhicules, il n'y a pas de taxes. En France, je comprends que tu achètes un RS3 70 000, tu payes 70 000 de taxes. Il y a plein de pays où il n'y a pas de taxes. Donc, tu crées de la charge sur l'entreprise. Si on parle d'un avion, par exemple, ton entreprise, elle fait un bilan consolidé. Donc, attends, j'ai pas envie que les gens ils aient peur, mais on va prendre, par exemple, 10 millions de bénéfices sur une entreprise. Eh bien, tu vas payer... Tu vas acheter un avion, par exemple, à 10 millions. Tu vas mettre, je sais pas, 2-3 millions d'apport et le reste, ça va être du leasing. Il y a des sociétés spécialisées dans l'aviation en leasing et ces sociétés peuvent mettre eux-mêmes ton avion à disposition de temps en temps et le reste du temps, il est loué. Donc la location de cet avion va limite certains modèles d'avions, hein, certains Legacy, Embraer, etc. Ils vont compenser le montant du leasing et les frais de l'avion. Parce que l'avion, tu as le leasing, tu as l'équipage, tu as les frais aéroportuaires, etc. Mais tu peux être à l'équilibre. Tu ne vas pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais tu peux être à l'équilibre. Avec certains modèles d'avions, pas tous. Hein. Maintenant, c'est rentable avec des avions qui valent 2,5 millions, 3 millions d'euros. Et qui font l'Europe, tu as à peu près 2-3 heures de vol. Ensuite, pour le bateau, pareil. Tu vas créer une société de location de bateau, tu mets ton bateau dedans. Le bateau, tu peux être sous pavillon, je sais pas, maltais, chypriote, ce que tu veux, et tu vas avoir une grosse partie en leasing aussi. Un peu moins sur le bateau, ça s'est durci en ce moment, mais tu peux avoir la moitié en leasing. Okay. Ensuite, les voitures. Les voitures, tu crées de la charge. Je donne un exemple. Si tu as une société, elle fait, je sais pas, 1 million de bénéfices par an. Dessus, tu vas prendre 5 Lamborghini. La Lamborghini, elle va te coûter 5 000 € l'une en leasing. Ça va te coûter 250 000 à l'année. Ça va réduire ton imposition. Donc, tu payeras un peu moins d'impôts et tu peux rouler en Lamborghini. Alors, encore une fois, en France, il y a des taxes là-dessus. Mais il n'y a pas que la France dans la vie. Mes voitures sont dans des entreprises à l'étranger. Moi, j'ai quitté la France en 2013. Ça fait 13 ans que je suis résident fiscal à l'étranger. Malgré que... bien sûr. Donc, les gens ils vont dire, ouais, mais en France, les leasings sur ce type de voiture... Alors, en France, c'est un peu plus difficile. Il va falloir que ta holding crée une société de location de voitures pour éviter les taxes. Et là encore, il va falloir justifier que les voitures, tu les loues pour de vrai et que tu roules pas toi qu'avec. Sinon, il va t'arriver comme ce qu'ils ont fait à Teddy Riner. Oui, c'est moi en plus. Donc si tu veux, les personnes qui sont loin et qui comprennent pas, mais qui sont très très loin du mécanisme financier des entrepreneurs, je dirais un peu à haut niveau, peuvent pas comprendre. Mais au-delà de ça, je suis un mec très simple. Au-delà de ça,
Je suis sur EasyJet, je voyage des fois en éco. Alors, les gens, ils vont dire, ouais, Hakim, je l'ai vu en éco. Mais moi, tu as vu, je suis un mec simple. Mes potes d'enfance, ils touchent encore 2 000 €. Donc, quand on part ensemble, parce qu'on kiffe aller en vacances, je sais pas, à Bali, en Thaïlande, et qu'on est 30 dans l'avion, j'ai deux choix. Soit je paye la business pour tout le monde, soit je me mets avec eux en éco. Je me mets avec eux en éco. Le choix, il est vite fait. Voilà. Mais tu voyages pas avec ton jet? C'est quoi comme Temps en modèle? temps. C'est quoi comme modèle De temps de en jet? temps. C'est un Legacy, c'est la marque Embraer, Legacy 500. Ok. Mais de temps en temps, tu vas le prendre quand tu en as vraiment besoin, mais Pour le business, quoi. pour le business, 1 à 2 fois par mois peut-être, pas plus. Et tu vas pas le prendre quand tu es tout seul. C'est pas que j'ai pas les moyens, mais c'est du gaspillage. C'est pas éco-responsable. C'est si tu es avec ton équipe, tes collaborateurs et tout, vous allez le prendre pour le business. Mais sinon, tu prends des lignes, il y a des avions qui montent partout tous les jours. D'accord. Et Hakim Ben Othman, ça pèse combien? Ça pèse... Je parle tout sport confondu, hein. Je parle pas de liquide, ça c'est pour les gamins. Ouais, Mais le liquide, vraiment, comme il disait, que ça soit en liquide, que ça soit en bien, que ça soit en actif. comme disait Karl Lagerfeld, combien est sur le compte, c'est une question de pauvre. Tu as pas vu ça, c'est vrai. Et la raison. Ça c'est vrai. Écoute, combien quelqu'un pèse? Je vais donner un exemple et après on peut faire au prorata. Tu as un monsieur qui est hyper humble, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait un podcast, qui s'appelle Moad Altrad. Moad Altrad, son entreprise vaut 6 milliards. Ils lui ont dit combien vous avez sur votre compte perso. Il a dit à peine 40 millions. Donc en fait de compte, il a à peine, tu vois, même pas 1% de la fortune. Que s'il vendait ou... De la fortune. J'ai capté. Donc si quelqu'un dont l'entreprise vaut 6 milliards a 40 millions sur un compte, bah, c'est comme si quelqu'un qui avait, je sais pas moi, 600 millions a 4 millions sur un compte. Tu vois, si on prend au prorata, l'argent que tu as, ça veut rien dire. C'est vrai, ça c'est vrai. Moi, C'est une question de pauvre, ça je suis d'accord avec toi. j'ai autour de moi, je t'assure, des associés qui ont des fortunes de 300 millions et qui parfois sont en difficulté financière. C'est fou, hein. Quelqu'un qui connaît rien au business, je vais dire, c'est pas possible. Bah si, Ouais, c'est vrai, parce que c'est des gens qui ont des... Ils réinjectent, Ah, bien sûr. c'est des philanthropes, ils font Voilà. ils ont des mouvements qui sont pas... C'est pour ça vraiment que je disais en bien, c'est pour ça que j'ai vraiment précisé. En fait, tu peux avoir facilement, j'ai un exemple, 100 millions d'euros d'immeubles, si je prends le cas de la France, hein, qui est hyper taxée, et ces 100 millions d'immeubles de prestige, qui ont une renta que de 3%, des immeubles de prestige, hein, tu n'as pas des rentas à 10%, comme si on achetait en banlieue des entrepôts ou autres. Hein. Donc sur 100 millions, ça va te faire par exemple 3 millions par an, 3%. Renta théorique, parce qu'après, tu as les locataires qui ne te payent pas les loyers, tu dois mettre des avocats pour les virer. Nanani. C'est-à-dire que sur 3 millions, tu peux descendre à 2 millions. Là-dessus, tu vas aller payer des impôts, on va dire les impôts des sociétés, 25%, tu vas leur donner 500 000, il reste 1,5 million. 1,5 million, c'est toujours pas dans ta poche, c'est dans la société. Maintenant, tu as envie de t'en servir à titre perso parce que tu es un kiffeur et tu veux kiffer, ben 1,5 million, tu vas aller payer la flat tax, elle est quoi? Elle est à 30, 32, il va te rester, je sais pas, 1 million. Donc 1 million, c'est 80 000 euros par mois. 80 000 euros par mois, ça peut paraître énorme pour tout le monde, mais c'est rien pour quelqu'un qui pèse 100 millions d'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? C'est 1%. En fait, il peut jouir d'1% de son patrimoine. Après, moi, comme je dis, c'est surtout de l'immobilier. Il y a un peu de tout. Il y a de l'immobilier qui rapporte rien parce que c'est des terrains et j'attends qu'ils prennent de la valeur. Mais ils ont déjà une valeur sur place. Là, déjà. Oui, donc ils ont de la valeur, mais ils continuent à en prendre. Bien sûr. Ça va être des actions dans des entreprises. Des entreprises, quand tu as des actions, tu revends les actions, tu fais de la plus-value, mais l'entreprise, elle ne dégage pas de profit à la fin. Les grosses boîtes ne dégagent pas de profit. Si tu as des actions, je ne sais pas, chez SpaceX, alors c'est devenu rentable il n'y a pas longtemps, mais sinon, il n'y a pas de profit. Ils ne distribuent pas les dividendes. Donc, c'est des actions qui prennent de la valeur, mais qui ne te rapportent rien. Et moi, j'ai toujours été un long-termiste. Je préfère des choses... Je n'ai pas besoin d'argent tous les jours pour vivre. Donc, je préfère des choses, mais tiens, dans 10, 15 ans, 20 ans, ça va faire x10, que tout de suite, ça me rapporte de l'argent. Donc, il y a des actions, il y a de la valorisation d'entreprises que je crée, il y a des actifs, donc des terrains à travers le monde. C'est un mélange de tout. D'accord, mais tout sport confondu, Hakim, à peu près, au moins une fourchette. C'est beaucoup, mais j'ai pas envie de dire parce que j'ai pas. C'est bad buzz sur bad buzz. Mais tu veux pas que t'as peur que la faucheuse elle vienne te. Voilà, que ça soit le fisc ou je sais pas quoi, grave. Parce que j'ai vu Samir Nasri s'est fait remonter comme ça là. Deliveroo.
pour Deliveroo, il s'est fait remonter. Parce que tu as des gens, c'est très dangereux, ils sont plus résidents français, ils partent, mais ils restent en France. Ça, c'est très dangereux. Quand tu dois être moins de 6 mois par an en France, 3 à 4 mois. Moi, je fais en sorte d'être en France à peu près 3 mois, 4 mois par an. Le reste du temps, il ne faut pas être en France. Sinon, ils vont t'allumer. Et j'espère qu'un jour, ça changera la France et qu'ils vont réduire un peu les impôts. Et je pense que tous les expats reviendront parce que c'est tellement plus agréable de vivre en France, malgré ce que les gens disent. C'est vrai, c'est vrai. Moi, tu vois, Dubaï, je te mens pas, je on crache supporte pas souvent, longtemps. mais quand on va à l'extérieur, après on revient, on se dit, ah, c'est pas si mal que ça, en fait. Ouais. C'est vrai. Et leur système, il est juste aussi. Tu sais, la répartition des richesses, c'est normal. Moi, comme je t'ai dit, j'ai dû partir il y a 12 ans, pas parce qu'il y a trop d'impôts, parce que je supportais pas l'injustice des redressements fiscaux qui m'étaient affligés injustement. C'était plus ça qu'autre chose. C'est pas l'impôt qui t'a révolté, c'est plutôt le traitement de la justice fiscale qui te matraquait, qui te poursuivait. Quoi, fiscale et tous les... Putain, une fois, j'étais à... Et toute cette injustice qu'on subit. Alors moi, tu vois, j'ai pas forcément grandi en banlieue parisienne. J'étais en province, mais je sais pas ce que vivent les gens et qui cherchent les problèmes. Est-ce que c'est les jeunes ou est-ce que c'est la police? Mais moi, une fois, ils m'ont mis vers Argenteuil, la police par terre. J'étais en scooter. Ils m'ont dit, tu viens d'où? Je dis, je viens de Montpellier. Je venais en train de Montpellier. Tu vas où? Je dépose un truc chez un associé et je vais au Luxembourg. C'était vrai. Moi, je traîne en scoot à Paris. Donc, je venais, je prends mon scoot, je vais au Luxembourg. Ils m'ont mis par terre, on t'a reconnu, on sait que c'est toi qui es dans tel trafic. T'es taré complet. Donc, si les mecs, ils vivent ça au quotidien, c'est normal que t'as un moment, tu veux te barrer. Ça rend fou. Je te cache pas que moi, je l'ai vécu. C'est pas facile. Et les flics, c'était quoi? C'était des mecs de notre communauté. Hein. Grave. Je crois que c'est eux les pires, non? Souvent, c'est eux les pires. Ah, ils sont très méchants. Ils veulent montrer à leurs collègues qu'ils n'ont pas de pitié, qu'ils peuvent te piétiner malgré que tu sois de la même ethnie qu'eux. Ils n'en ont rien à foutre, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est le game. C'est le jeu, ouais. Donc voilà, après moi je travaille vraiment à l'international et c'est... voilà, mais il y a des trucs que je peux pas dire parce que comme tu l'as dit... Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que bon, en France, trop en dire aussi. Parfois, c'est se retrouver dans un guêpier incroyable. Donc, mais bon... J'en doute pas que t'es bien loti quand même, t'es bien. Je suis parti il y a longtemps. Nabab faisait vraiment 125 millions de chiffre d'affaires, c'est pas des conneries. Il y avait vraiment plus de 3000 salariés et je suis content. C'était ma première boîte, j'ai appris avec ça. Tout ce que j'ai tenté en France, tout ce que la France m'a appris, j'étais content. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. D'accord. Le paradis n'est nulle part et il est partout à la fois. C'est à toi de créer ton paradis. Et je pense que la meilleure façon de réussir, c'est d'être hyper diversifié. Mais il faut pouvoir absorber physiquement, et si tu as une vie de famille et tout, cette vie-là. Qui est qu'un jour, tu es au Maroc, le lendemain, tu es en Algérie, le surlendemain, tu es à Dubaï, après, tu es à New York, après, tu es Singapour, Hong Kong. C'est quand même... Tu voyages beaucoup, hein. Je prends l'avion toutes les semaines. Ah ouais, quand même. Tous les 2-3 jours. Oh, ouais, t'as une vie mouvementée. C'est pas facile aussi, ça doit pas être facile pour la famille. T'as des enfants, tout ça. Ouais. Tout est question d'habitude. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tout est question d'habitude, c'est vrai. Après, ouais, bon, c'est le business, hein. Business is business. Business is business. C'est lourd. Tout est question d'habitude. Bon, on va terminer sur cette phrase-là, business is business. Makim, franchement, merci beaucoup d'être venu nous voir. Un grand merci à toi. Franchement, t'es venu sans hésitation. T'as dit, on parle de tout. Ça, j'ai beaucoup aimé le bonhomme qui est en toi, quoi. T'as dit, let's go, on est parti. T'as rien à cacher. Je suis senti décontracté. Le seul truc qui est dommage, comme je dis, j'en profite pour le dire, moi je suis là pour offrir de la valeur sur les réseaux, je continuerai pour faire bénéficier des gens de mon business club et du campus. Si toutes les personnes qui sont là pour mettre des mauvais commentaires peuvent aller voir ailleurs, ça m'arrangerait, ça nous ferait gagner du temps. Voilà, parce que j'en doute pas, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de commentaires, les gens ils vont dire j'ai été complaisant, nanana. Non mais c'est juste ça ferait gagner du temps. Grave. Et tu vois, et parce que moi je suis là pour donner les codes à des personnes de ma génération et à la nouvelle génération de réussir et de pas se faire avoir comme je me suis fait avoir. Tu vois, tout ce que je veux, c'est leur faire gagner du temps. Parce que le temps que moi j'ai perdu, il est irrattrapable. Et quand je vois d'autres entrepreneurs, ils passent tous par les mêmes choses, plus ou moins. Après, chacun sa chance. Dans la vie, on a chacun notre destin. Il y a des gens qui sont beaucoup plus éprouvés que d'autres. Parce que comme il disait sur Insta, c'est vrai, Dieu, il donne ses plus gros combats à ses meilleurs soldats. C'est une réalité, ça. Ça, c'est vrai. C'est une réalité, mais essayez de gagner du temps. C'est clair. Le temps n'a pas de prix. Franchement,
On a appris beaucoup à ton contact. Franchement, moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup. Ça faisait un bout de temps que je voulais parler avec toi parce que franchement, moi, je vais pas mentir, hein, moi, je suis pas un gars, je suis pas un mytho. Quand je t'ai vu sur M6, ça m'a boosté. Je me suis dit, c'est possible de le faire. Quand je t'ai vu avec Wiss aussi, je me suis dit, c'est incroyable. Et franchement, quand tu parles, c'est pour ça que je parlais de politique parce que tu peux emmener n'importe qui. Toi, tu peux vendre, je sais plus l'expression, mais tu peux tout vendre, toi. Non, moi, le business, je me contente de ce que je fais. J'aime bien, j'ai toujours aimé le monde des affaires. Et tu sais, je suis pas quelqu'un, je t'assure, qui court après la richesse matérielle. J'aime bien apprendre en permanence, j'aime bien la richesse immatérielle. Après, l'argent, c'est fait pour faire des bonnes choses. Je parlerai pas de ce que je fais de mon argent parce que ça concerne que moi, mais c'est fait pour faire des bonnes choses. Et comme je t'ai dit, la vérité, elle est loin des conneries des réseaux. Je suis pas, je sais faire qu'entreprendre, c'est ma passion. Tout le reste dans la vie. Toi, ça se voit, t'aimes bien kiffer avec ton oseille, quoi. Non, j'aime bien kiffer la vie. Ouais, c'est important. Tu sais, ton patrimoine, comme je dis souvent à mes collaborateurs, si tu prends un mec qui a 50 piges, qui a 200 millions, mais qui a fait que bosser, voilà. Mais tu prends un mec qui a 100 millions, qui a 50 piges, mais qui a kiffé toute sa vie, qui a dépensé, il est plus riche. C'est vrai. C'est normal que financièrement, tu vas être le plus riche si tu fous rien de ta vie. Mais on vit qu'une fois. Mais le financier aussi, il aide à... Regarde, tu prends un avion toutes les semaines. Ouais. Si tu n'avais pas les moyens, ça aurait été compliqué aussi. L'argent, c'est la liberté. C'est ça. L'argent, c'est la liberté. Ça ne traitera pas la santé et tout ça, mais c'est vrai que c'est la liberté. À part la santé, l'argent, c'est plus important que tout. C'est vrai. Que les mecs, ils disent d'autres... Tout le reste, ça sert à rien. C'est vrai. Une femme elle peut t'aimer demain si t'as de l'oseille et tout. Ça, c'est pas un souci. Mais la santé, c'est primordial. Une fois que tu as la santé, je peux t'assurer qu'avec l'argent, tu as tout. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui est malheureux, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir de l'argent. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne mérite pas, qui ne dit pas assez merci à la vie. Ça t'offre toutes les libertés que tu veux. Tu vas demain prendre ton avion ou un avion lambda. Tu vas aller demain dans le sud, je sais pas, de l'Italie ou de l'Espagne. Tu vas monter dans un beau yacht de 25 mètres. Tu vas aller te balader avec tes amis en mer en train de manger des crustacés. Et après, les gens ils vont dire, je suis pas heureux. Ouais, c'est pas possible de pas être heureux et d'avoir cette vie-là. Les souvenirs, c'est très important. C'est pas possible. C'est ça que tu vas emmener dans ta tombe. Voilà. Ça, c'est vrai. Et donc, tu as deux choses de richesse et deux formes de pauvreté. Quelqu'un qui a le temps, qui n'a pas d'argent, il est pauvre. Quelqu'un qui a d'argent et qui n'a pas le temps, il est pauvre aussi. Donc, il faut un mix des deux. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Il faut un mix des deux. De quoi avoir bien vivre et être libre. Profiter du temps. De la vie, c'est très important. Ça passe vite. Très important, c'est vrai. Franchement, tu m'as beaucoup inspiré. On va dire que ça va être le mot de la fin. Top. Merci beaucoup. Franchement, c'était très inspirant. Merci à toi. Pump, puzzle de mots et de pensée. Likez, partagez, inondez même. On est sur toutes les plateformes. Tu fais ton footing, tu peux nous écouter. T'as pas d'excuses. T'es sur YouTube, tu peux nous écouter, nous regarder en même temps. Donc ça va bien se passer. N'oubliez pas, likez, partagez, s'il vous plaît. On a des très bons retours, ça fait plaisir. Mais likez, partagez. Si jamais aussi, il y a la boîte aux lettres qui va s'afficher ici. Voilà, je vais donner du travail à l'architecte. Il y a la boîte aux lettres qui va s'afficher ici. Si vous avez un témoignage, on ne va pas prendre que des gens célèbres comme Hakim, ou qui ont de l'argent, ou qui ont la fame. On peut prendre aussi bien un gars lambda, mais qui a une histoire extraordinaire à raconter. Viens sur la boîte mail, raconte ton histoire, on va t'appeler, on va voir ce que tu dis, et on verra si tu es prêt à t'asseoir dans le canapé pour pouvoir partager ton histoire. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours, c'est incroyable. On est en train de déverser tel un tsunami sur la France, la bonne parole, l'énergie de Pump. C'est vraiment... Je peux que vous remercier. Merci à Combo Studio, très important, qui nous accueille. Merci à toute la team. Merci à Michaela. Merci à l'architecte. Merci à Mehdi. Et bien entendu, merci à Hakim Ben Othman d'être venu aujourd'hui sur Pump. Merci à toi. Merci à toi, Hakim. On se fait la poignée de main. C'est très important.